Yoki est le démon le plus puissant du royaume des démons, destiné à tuer le groupe de héros et à assurer la victoire du roi des démons, mais il y a juste un problème, il est amoureux d'un des membres du groupe de héros. Le groupe de héros est enfin arrivé devant le château des démons et a accompli toutes les quêtes secondaires, il est donc certain d'être assez fort pour gagner. Cependant, en entrant dans le château, il tombe sur un général démoniaque de bas niveau, Yoki, qui les écrase littéralement. Peu importe le nombre de coups surpuissants qu'ils utilisent, Yoki parvient à les surpasser, finissant par rendre tous les héros inconscients. Mais au lieu de les achever, il commence à soigner leurs blessures, car il ne voudrait pas qu'ils meurent à cause de lui. C'est alors qu'il remarque que la magicienne de soutien du groupe de héros est en fait plutôt mignonne. Il passe 10 bonnes minutes à la regarder, mais ses subordonnés arrivent et trouvent étrange qu'il reste debout devant la jeune fille inconsciente depuis un certain temps. Il lui demande s'il va achever les héros afin qu'ils puissent poursuivre leur journée, mais Yoki répond qu'il ne veut tuer personne. Il demande plutôt à ses subordonnés de déposer les héros dans un village voisin avant qu'ils ne se réveillent. Ils commencent donc tous à traîner les corps, et Yoki est déçu d'avoir raté sa chance de tenter sa chance. Un mois plus tard, Yoki fait son rapport au Seigneur Démon, et apparemment, les héros ont tenté de s'introduire 13 fois de plus au cours du mois dernier, et à chaque fois, Yoki les a assommés et déposés dans un endroit sûr. Le Seigneur Démon le félicite d'avoir si facilement maîtrisé les intrus, mais lui demande pourquoi il ne les tue pas. Yoki invente une excuse et répond que les héros sont si faibles qu'il ne pense pas que cela vaille la peine de les tuer, mais en réalité, il n'aime tout simplement pas tuer des gens. Le Seigneur Démon lui dit que s'il ne veut pas les tuer, il devra demander à ses subordonnés de le faire à sa place. Mais Yoki sait très bien que ses subordonnés n'auraient aucune chance de vaincre ses héros, et même s'ils y parvenaient, il ne voudrait pas laisser mourir cette jolie fille, alors il dit au Seigneur Démon qu'il s'occupera personnellement des héros la prochaine fois. Le Seigneur Démon est ravi de l'entendre dire cela, alors il congédie Yoki. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, il commence à se demander ce qu'il doit faire. S'il essaie d'épargner les héros la prochaine fois, cela causera beaucoup de problèmes, mais s'il les laisse combattre les autres démons, le château sera anéanti. Ces héros peuvent sembler faibles par rapport à lui, mais c'est seulement parce que Yoki est incroyablement puissant, donc s'il parvenait à le dépasser, il vaincrait sans aucun doute le Seigneur Démon sans problème. Il ne se soucie pas particulièrement de la défaite du Seigneur Démon, mais il ne veut pas que la prêtresse soit blessée, alors il élabore un plan. La fois suivante, lorsque les héros tentent d'envahir le château démoniaque, Yoki les domine une fois de plus complètement, mais cette fois-ci, au lieu de les assommer tous, il les laisse se relever et leur offre un choix. Il leur dit qu'ils devraient désormais avoir compris qu'ils n'ont aucune chance de le vaincre, mais qu'il est prêt à faire une exception aujourd'hui. Il leur dit qu'il les laissera passer, mais seulement à condition qu'il laisse la prêtresse ici avec lui. Hyuga refuse immédiatement, car il ne laisserait jamais un camarade derrière lui, mais le mage s'approche de lui et lui dit qu'il devrait probablement accepter le marché, car c'est peut-être leur seule chance de vaincre le Seigneur Démon. De plus, Yoki a eu de nombreuses occasions de les tuer au cours du dernier mois, mais à chaque fois, il les a simplement laissés partir sains et saufs, donc Cecilia s'en sortira probablement. Hyuga continue de penser qu'il n'est pas juste de laisser sa camarade entre les mains de l'ennemi, mais Cecilia lui dit de partir sans elle, car elle se débrouillera très bien toute seule. Comme Cecilia insiste, les autres acceptent tous l'accord de Yoki et partent, laissant Cecilia et Yoki seuls dans la pièce. Maintenant que les autres sont partis, Cecilia fait face à Yoki et lui demande ce qu'il compte lui faire, mais à sa grande surprise, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande d'être sa petite amie. De toutes les choses auxquelles Cecilia s'attendait, elle ne s'attendait pas à recevoir une déclaration d'amour de la part d'un général démoniaque, et elle ne sait pas comment réagir, alors elle le repousse poliment. Yoki a le cœur brisé et se recroqueville en boule sur le sol pour attendre la mort, car plus rien n'a d'importance à ses yeux. Cecilia se sent un peu mal, alors elle demande à Yoki s'il va bien, mais elle se rend compte que tout cela pourrait être une ruse pour la faire baisser sa garde. Elle lève donc son sceptre et le pointe vers Yoki, mais étonnamment, celui-ci ne réagit pas du tout et reste assis là. Elle lui demande pourquoi il ne riposte pas, et Yoki lui répond que cela ne sert à rien, la seule chose qui comptait pour lui était de lui avouer ses sentiments, et comme elle l'a rejeté, il est prêt à mourir en sachant qu'il a fait de son mieux. Cecilia pense toujours qu'il essaie de la tromper, mais Yoki lui dit qu'il en a vraiment assez de vivre ainsi. En tant que général démon, il est obligé de garder cette pièce en permanence, et le seul moment où il est autorisé à sortir est pour attaquer des villages humains, ce qu'il ne veut pas faire. Il est peut-être un démon maintenant, mais c'est seulement parce qu'il s'est réincarné dans ce monde, donc au fond de lui, il est toujours un humain. Si tel est le cas, Cecilia lui demande alors pourquoi il a choisi de servir le Seigneur Démon, car elle est certaine qu'avec son pouvoir, il pourrait le renverser s'il le voulait. Yoki répond qu'il y a pensé, mais qu'il s'est ensuite rendu compte que s'il tuait le Seigneur Démon, il deviendrait automatiquement le nouveau Seigneur Démon, ce qui serait bien pire pour lui. Il a donc choisi de vivre sa vie comme un simple garde de bas niveau afin d'éviter autant que possible les dégâts. Sa vie était sombre et insupportable, mais tout a changé lorsqu'il a vu le visage de Cecilia.
Il ne la connaissait peut-être que depuis un mois, et oui, il avait passé la plupart de ce temps à l'assommer, mais cela avait été le meilleur mois de toute sa vie de démon, et maintenant que c'était fini, il se moquait de ce qui allait lui arriver. Cecilia lui dit d'arrêter de parler ainsi, car s'il est vraiment humain à l'intérieur, comme il le dit, il n'est pas trop tard pour lui de mener une vie épanouissante. Quelques jours plus tard, après avoir vaincu le Seigneur Démon, le groupe de héros retourne dans la capitale où le roi les remercie pour leurs efforts courageux. Il déclare que les 3 prochains jours seront consacrés à la célébration des exploits du groupe de héros. Mais au même moment, à l'extérieur de la ville, Yoki vient d'arriver et se prépare à commencer sa vie d'humain. Cecilia lui a donné des indications pour se rendre ici, il ne lui reste plus qu'à se fondre dans la masse et il pourra passer du temps avec elle, mais avant cela, il doit se débarrasser de sa corne, ce qui va certainement lui faire mal. Pendant que le défilé en l'honneur des héros bat son plein, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et demande à s'inscrire. Le type au comptoir est agacé par Yoki, mais pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il est paresseux et qu'il voulait passer la journée sans avoir à travailler. Comme Yoki veut s'inscrire, il sort un formulaire d'inscription et le lui tend pour qu'il le remplisse. Une fois le formulaire rempli, Clément le traite et crée une carte de guilde pour lui. Il explique que Yoki devra commencer au rang F, mais qu'il pourra gravir les échelons jusqu'au rang S en accomplissant des quêtes et en améliorant sa réputation. Une fois que Yoki a confirmé qu'il comprenait les règles, Clément s'apprête à lui remettre sa carte de guilde, mais avant cela, il lui dit que la réémission de ses cartes est extrêmement pénible, et qu'il ferait mieux de ne pas la perdre. Plus précisément dans les 3 prochains jours, car Clément est le seul à être de service jusqu'à la fin du festival des héros, et il ne veut pas avoir à s'occuper de toutes les formalités administratives. Yoki promet d'être prudent, prend sa carte et part accomplir quelques missions. À la fin de la journée, il a gagné pas mal d'argent. Il n'a pas encore rencontré Cecilia, mais son plan est de travailler comme aventurier pendant un certain temps et de réussir suffisamment pour être digne d'elle. Après tout cela, lorsqu'il lui déclara à nouveau sa flamme, elle ne pourra que l'accepter. Au cours des jours suivants, Yoki se rend régulièrement à la guilde pour accepter autant de quêtes que possible, et il commence déjà à attirer un peu l'attention, car les gens sont surpris de la rapidité avec laquelle il grimpe dans le classement. Aujourd'hui, il accepte 5 nouvelles quêtes, alors il se dirige vers le bureau de Clément et lui demande de les traiter pour lui, mais Clément est énervé car il ne comprend pas pourquoi Yoki lui apporte autant de travail alors qu'il y a une autre réceptionniste juste à côté. Yoki répond à Clément qu'il s'est tout simplement pris d'affection pour lui, d'autant plus qu'il traite étonnamment rapidement tous les formulaires de quête qu'il lui apporte. Cela dit, Clément commence à se demander qui est vraiment Yoki, car il est impossible qu'un novice ordinaire puisse passer du rang F au rang D en une seule semaine. Yoki est un peu inquiet, car il ne s'était pas rendu compte que travailler si dur pourrait lui causer des ennuis, mais Clément n'a pas l'intention d'enquêter sur lui, cela représenterait trop de travail, et ce n'est pas comme si monter rapidement en grade était un crime, donc Yoki n'a aucune raison d'avoir des ennuis à cause de cela. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais avant que Clément n'ait fini de traiter les quêtes, Cecilia s'approche et demande à Yoki d'annuler ses quêtes pour la journée. Il est ravi de la revoir, mais elle semble avoir quelque chose de sérieux à discuter, alors elle demande à Yoki de venir chez elle pour qu'ils puissent parler tous les deux. Yoki accepte immédiatement, et une fois arrivé, Cecilia le fait entrer et lui prépare une tasse de thé. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le voir plus tôt, mais Yoki lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car lui non plus n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la voir. À ce propos, il lui demande comment elle savait qu'il serait à la guilde aujourd'hui, et elle lui explique que tout le monde parle de lui ces derniers temps. Il est presque inconcevable qu'un novice grimpe les échelons aussi rapidement que lui, il est donc naturel que les gens en parlent, et lorsque Cecilia a entendu les rumeurs, elle a su que cela ne pouvait être que Yoki, ce qui l'amène au sujet dont elle voulait discuter avec lui. Elle dit à Yoki qu'elle aimerait qu'il arrête d'être aventurier, ce qui le choque car cela n'a aucun sens, mais il est sûr qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Cecilia de lui expliquer pourquoi. Cecilia lui dit que le Seigneur Démon a peut-être été vaincu, mais que cela ne signifie pas pour autant que toutes les menaces ont disparu, et elle craint que les différentes nations qui ont travaillé ensemble ne commencent à se battre pour affirmer leur supériorité les unes sur les autres. Il y a déjà des signes de cela, car d'innombrables nations ont essayé d'envoyer leur princesse au héros afin d'établir un mariage politique et pouvoir l'utiliser comme un pion lorsque la guerre éclatera. Toutes les nations sont occupées à rechercher des alliés puissants à utiliser, et compte tenu des bons résultats obtenus par Yoki à la guilde, ce n'est qu'une question de temps avant que les nations ne le remarquent et n'essaient de le recruter pour la guerre. Soit cela, soit elles le considéreront comme un ennemi et sa nouvelle vie en tant qu'humain sera ruinée. C'est pourquoi Cecilia veut qu'il cesse d'être aventurier, et Yoki comprend pourquoi elle s'inquiète, mais il a des factures à payer et l'aventure est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent. Cecilia le comprend, c'est pourquoi elle dit qu'elle est prête à l'engager personnellement. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'aussi fort que Yoki à sa juste valeur, alors pour compenser la différence, elle lui propose de faire tout ce qu'il veut, car elle ne peut pas risquer de laisser la nation l'utiliser comme un pion dans la guerre. Yoki lui dit d'arrêter de s'incliner,
car aucune nation ne pourrait le convaincre de participer à une guerre, et encore moins à un engagement, car après tout, la seule personne qu'il est prêt à épouser est Cecilia. Cecilia est soulagée d'apprendre que Yoki ne changera pas d'avis, et s'il est si sûr de ne tomber dans aucun piège, elle lui dit qu'il est libre de continuer à vivre ses aventures s'il le souhaite, mais qu'il devrait tout de même essayer de faire profil bas. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est la mère de Cecilia, qui souhaite rencontrer l'ami que sa fille a ramené à la maison. Elle demande à Yoki si Cecilia lui a déjà parlé de sa vie amoureuse. Dès qu'elle aborde le sujet, Cecilia devient gênée, mais sa mère continue quand même. Cecilia a reçu beaucoup de demandes en mariage récemment, qu'elle a toutes refusées, alors sa mère demande à Yoki s'il aimerait épouser Cecilia. Yoki veut absolument épouser Cecilia, mais il répond qu'il ne peut pas le faire pour l'instant car il ne se sent pas encore assez bien, alors une fois qu'il aura une vie stable, il lui fera à nouveau sa demande et elle pourra décider si elle veut l'épouser ou non. La mère de Cecilia apprécie la réponse de Yoki, car s'il avait dit oui, elle ne l'aurait toujours pas laissé l'épouser, mais sa réponse montre sa maturité, alors elle lui dit qu'il est le bienvenu dans cette maison à tout moment. Peu de temps après, nous voyons Yoki au milieu de l'une de ses quêtes de héros, et même si une telle chose prendrait généralement une semaine entière à accomplir, il parvient à la terminer en une seule journée. Cependant, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il est soudainement attaqué. 3 assaillants inconnus lancent une attaque coordonnée contre lui, et Yoki tente de se défendre, mais il réalise alors que ces personnes lui semblent vraiment familières. Ce sont ses subordonnés de l'époque où il travaillait au château démoniaque, et il ne veut pas se battre contre eux, alors il demande une pause et révèle sa véritable identité. Ils sont tous très heureux de voir que Yoki est toujours en vie, mais Duke est également en colère que Yoki les ait pratiquement abandonnés lors de l'attaque du groupe de héros car il n'était pas là pour s'occuper d'eux comme d'habitude. Ils ont fini par atteindre la salle du trône du Seigneur Démon et l'ont vaincu. C'est presque comme si Yoki avait intentionnellement laissé les héros passer sans combattre, et en plus de tout cela, il ressemble à un humain maintenant pour une raison quelconque. Yoki leur dit à tous de se calmer car il a une très bonne raison pour ce qu'il a fait, alors les 3 attendent d'entendre ce qu'il a à dire car ils savent que cela doit être important, mais quand Yoki leur dit que la seule raison pour laquelle il a fait tout cela est parce qu'il a le béguin pour la prêtresse du groupe de héros, ils n'arrivent pas à le croire. Yoki leur dit qu'à partir de maintenant, il prévoit de vivre comme un humain, donc ils n'ont plus besoin de le considérer comme leur capitaine et sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, ils lui disent tous qu'ils ne le veulent pas. Ils préfèrent de loin traîner avec Yoki, et en plus, ils veulent vraiment rencontrer la femme qui a volé son cœur. Yoki leur dit que c'est impossible car si quelqu'un les repère, cela provoquerait une panique générale dans la ville. Ils disent tous que ce n'est pas un problème puisqu'ils peuvent simplement cacher leurs traits démoniaques de la même manière que Yoki, et comme ils insistent tant, il accepte de les laisser venir, mais il les avertit que s'intégrer aux humains ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Plus tard dans la journée, Yoki amène ses subordonnés rencontrer Cecilia après s'être déguisé, mais c'était beaucoup plus brutal qu'il ne l'avait prévu, surtout pour Apine, car Yoki a dû lui arracher ses plumes une par une. Ils s'assoient tous pour prendre le thé ensemble, et Cecilia dit qu'elle est ravie de les rencontrer, mais même si elle sait que ce sont des démons, ils n'en ont pas du tout l'air. Duke explique qu'ils ont tous fait de leur mieux pour ressembler le plus possible à des humains, et dans son cas, puisqu'il est indulent, Yoki a fusionné sa tête avec son armure pour qu'elle ne roule pas. Duke semble vraiment bien s'entendre avec Cecilia, mais cela rend Yoki un peu jaloux car Duke ne parle jamais autant en sa présence, mais tout d'un coup, maintenant qu'il est devant une jolie fille, il bavarde sans arrêt. Duke explique qu'il ne parlait pas beaucoup à l'époque parce qu'il détestait Yoki. Yoki avait la réputation d'être un vrai casanier au château démoniaque, et même lorsque son supérieur lui criait de sortir et de tuer des humains comme un respectable général démon, Yoki le menaçait simplement de le battre jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner et le laisse tranquille. Cependant, Duke ne supportait pas un comportement aussi insensible de la part d'un général démon, alors un jour il a fait irruption dans la chambre de Yoki pour lui donner une leçon. Il avait supposé qu'un loser casanier serait facile à raisonner, mais il s'était trompé, et Yoki l'a battu. Après cela, il est devenu l'un des subordonnés de Yoki, et bien qu'il ait gardé rancune pour la raclée qu'il avait reçue pendant un moment, il a finalement dépassé cela et a accepté Yoki comme son chef. Il est sûr que c'était la même chose pour Apine et Sek, mais en parlant de ces deux, il ne sait pas où ils ont couru. Ce serait vraiment grave si quelqu'un d'autre que Cecilia découvrait leur véritable identité, alors ils entrent à l'intérieur pour aller les chercher, et ils tombent justement sur la mère de Cecilia dans le jardin avec Sek endormi sur ses genoux. Aqua les remarque approcher et demande si par hasard ils savent qui est ce garçon, alors il lui explique que Sek est un ami de Yoki. Yoki s'excuse pour tout problème que Sek aurait pu causer, mais Aqua lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser car elle adore passer du temps avec les enfants. Elle a trouvé Sek en train de courir dans le jardin, alors au lieu de s'inquiéter de détails insignifiants comme comment il est entré ici, elle a décidé de le rejoindre et ils ont joué à chat ensemble jusqu'à ce que Sek finisse par s'épuiser et s'endorme. Puisque Sek est localisé, Yoki demande à Aqua si elle a vu une fille avec Sek plus tôt, et elle le confirme,
mais elle dit que la chef des servantes l'a emmenée il y a un moment, donc elle est probablement à l'intérieur maintenant. Cela ressemble à des ennuis en attente, alors Yoki et les autres se précipitent à l'intérieur pour la trouver, mais à leur surprise, ils voient Appin en train d'être formé à l'étiquette parfaite des servantes. Une fois que Sophia repère le groupe, elle leur explique qu'elle venait juste de finir de former la nouvelle servante, mais Cecilia l'informe que Appin n'est pas une servante, c'est une amie de Yoki. Sophia demande à Appin si c'est vrai, et elle le confirme, donc Sophia s'excuse pour la confusion et lui dit qu'elle peut partir si elle le souhaite. Yoki dit à Appin qu'elle devrait aller changer sa tenue de servante, mais à sa surprise, elle dit qu'elle ne veut pas être une servante et beaucoup plus amusant qu'elle ne le pensait, alors elle aimerait commencer à travailler ici, et Sophia n'a aucune objection, donc Appin est maintenant une servante officielle. À la fin de la journée, ils se préparent tous à partir et souhaitent bonne chance à Appin pour son premier jour en tant que servante, mais avant que Yoki ne puisse partir, Aqua le prend à part et mentionne que Cecilia n'a pas eu l'occasion de se détendre depuis des semaines, alors elle prévoit de la forcer à prendre un jour de congé, donc si Yoki avait l'intention de l'inviter à un rendez-vous, ce serait le meilleur moment. C'est l'une des meilleures opportunités que Yoki ait jamais reçues, et il va s'assurer qu'elle ne soit pas gaspillée. Quand vient l'heure du rendez-vous, Cecilia arrive dans sa calèche, et Yoki est époustouflé par sa belle apparence dans sa tenue. Il dit qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elle profite au maximum de son jour de congé, et elle trouve ça amusant qu'il prenne cela si au sérieux, mais elle a hâte de découvrir ce qu'il a prévu. Alors qu'il se promène en ville, Cecilia remarque que la boulangerie locale a un nouveau type de gâteau en stock, alors elle suggère qu'ils s'y arrêtent une fois leur rendez-vous terminé. En attendant, les deux continuent leur promenade dans la ville, et Yoki a du mal à détacher ses yeux de Cecilia car elle est bien trop mignonne, mais jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées, et Cecilia semble vraiment s'amuser. Ils passent bientôt devant une boutique d'accessoires et ils s'apprêtent à y entrer ensemble, mais il se trouve que Yuga et Mikana du groupe de héros passaient par là en même temps. Dès que Yuga la reconnaît, il interpelle Cecilia, ignorant complètement Yoki. Il dit que c'est une folle coïncidence qu'ils aient tous pris des jours de congé le même jour, et puisqu'ils sont tous là, il suggère qu'ils passent le reste de la journée ensemble. Cecilia essaie de le refuser poliment en expliquant qu'elle passait déjà du temps avec Yoki, et maintenant que Yoki a été mentionné, Yuga a l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés quelque part. Yoki lui dit que c'est probablement juste son imagination, et Yuga décide de laisser tomber pour l'instant. Il suggère ensuite qu'ils entrent tous ensemble pour que personne ne soit exclu, et il laisse à peine à Cecilia le temps de s'opposer avant de la mener à l'intérieur. Mikana est contrariée par toute cette histoire car le seul jour où elle a réussi à convaincre Yuga de sortir avec elle, cela arrive. Elle devine que Yoki était aussi en rendez-vous avec Cecilia, alors elle lui souhaite bonne chance car s'il parvient à faire tomber Cecilia amoureuse de lui, alors Yuga n'aurait d'autre choix que de se concentrer sur elle à la place. Alors que Yoki entre à l'intérieur, il retrouve Cecilia, et puisqu'ils sont là, il propose de lui acheter un cadeau. Cecilia lui dit qu'il n'a pas besoin de faire cela, mais Yoki dit que c'est sa façon de la remercier pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors elle finit par accepter. Yuga voit cela et cela le rend immédiatement jaloux, alors il s'interpose entre eux et dit qu'il veut choisir des cadeaux pour tout le monde, essayant clairement de surpasser Yoki. Yoki choisit un collier qu'il pense ira très bien à Cecilia, tandis que Yuga choisit simplement le pendentif le plus cher de la boutique parce qu'il ne savait pas quoi d'autre acheter. Il essaie de faire mettre le pendentif à Cecilia, mais dans le processus, il fait accidentellement tomber son déguisement, et maintenant qu'elle ne porte plus son chapeau et ses lunettes, tout le monde dans le magasin la reconnaît instantanément, ainsi que les autres membres du groupe de héros. Ils sont instantanément assaillis par des fans et poursuivis dans la rue, ce qui fait que Yoki est séparé de Cecilia, et en essayant de la retrouver, Yoki finit par tomber sur le dernier membre du groupe de héros, Sœur Rêvant, alors qu'il est assailli par un groupe de filles, et il a l'air assez mal à l'aise. Yoki décide de l'aider, alors il distrait la foule en la dirigeant vers Yuga avant de saisir Rêvant et de courir dans une ruelle. Une fois qu'ils ont perdu la foule, Yoki s'attendait à ce que Rêvant le remercie au moins, mais il reste complètement silencieux, alors il suppose que Rêvant n'est tout simplement pas du genre à parler beaucoup. Cependant, alors qu'il part, il entend Rêvant lui demander d'attendre, et il comprend immédiatement pourquoi Rêvant ne parle pas beaucoup, c'est parce que sa voix ressemble à celle d'une adolescente. Il évite généralement de parler devant une foule parce qu'il craint que les gens ne rient, mais Yoki n'a pas l'intention de se moquer de lui pour cela. Après tout le monde a des choses sur lesquelles il est complexé. Rêvant est soulagé d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif que Yoki, mais juste à ce moment-là, Yoki se souvient qu'il est supposé chercher Cecilia, alors il part en courant pour la retrouver. Le reste de la journée se passe sans autre problème, mais le lendemain matin, Yoki découvre que Cecilia a attrapé une fièvre à cause de tout le stress de la veille. Elle était déjà proche de son point de rupture, mais devoir gérer tous ses fans d'un coup l'a fait craquer, et Yoki a l'impression que c'était de sa faute. Aqua dit à Yoki qu'il n'a pas besoin de se sentir coupable puisque Cecilia n'a qu'un léger rhume, et elle n'est pas en colère contre lui à cause du déroulement des événements, mais elle est en colère contre Yuga,
en revanche, donc ils vont avoir une longue discussion sur les limites la prochaine fois qu'elle le verra. Même s'il est celui qui a causé l'état de Cecilia, au moment où il en a entendu parler, il a essayé de venir pour s'occuper d'elle, mais les servantes l'ont renvoyé à la porte avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Cela dit, Aqua pense que ce serait bien pour Cecilia de voir un ami pendant sa convalescence, alors elle demande à Yoki de lui rendre visite. Sofia conduit Yoki à la chambre de Cecilia et frappe à la porte pour lui faire savoir qu'il est là. Cecilia panique et demande à Yoki d'attendre dehors pendant qu'elle nettoie, mais Sofia l'assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car elle a déjà rangé tous les jouets de Cecilia avant l'arrivée de Yoki, mais l'entendre le dire à haute voix est tout aussi embarrassant. Quoi qu'il en soit, Yoki peut entrer maintenant, alors il entre et s'assoit à côté de son lit. Il s'excuse pour la tournure des événements et lui dit qu'il se rattrapera d'une manière ou d'une autre, mais Cecilia dit qu'elle ne lui reproche pas ce qui s'est passé. Cependant, s'il se sent vraiment coupable, alors elle lui dit qu'il peut se rattraper en sortant à nouveau avec elle une fois qu'elle sera rétablie. Yoki est stupéfait un instant car Cecilia vient essentiellement de l'inviter à sortir et c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée, alors il lui dit qu'il s'assurera que leur prochain rendez-vous sera mieux qu'elle ne pourrait l'imaginer. Malheureusement, il était un peu trop enthousiaste dans sa déclaration et crier autour de Cecilia pourrait aggraver son état, donc Sofia entre et le met poliment à la porte. Il est sur le point de rentrer chez lui, mais tout d'un coup il remarque Rêvant marchant nerveusement vers la maison de Cecilia et il est curieux de savoir ce qu'il fait ici, alors il va le saluer. Rêvant semble avoir beaucoup de choses en tête, alors Yoki demande s'il y a quelque chose qui le tracasse, et Rêvant admet qu'il essaie de rassembler le courage d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Tout comme Yoki, elle n'a pas ri de sa voix quand elle l'a entendu, et depuis lors, Rêvant a un béguin pour elle, mais il n'est pas sûr qu'elle l'aime en retour. Yoki ne comprend pas vraiment ce qui inquiète tant Rêvant car il est grand, beau et célèbre. Le seul problème qu'il a est sa voix, et la fille qu'il aime a déjà dit que cela ne la dérangeait pas, donc il a de bonnes chances qu'elle accepte ses sentiments. Rêvant réalise que Yoki a raison, alors il décide de passer à l'aveu, et Yoki est fier de lui, mais il réalise alors que Rêvant se dirige droit vers la maison de Cecilia, donc il a peut-être créé plus de concurrence pour lui-même. Il essaie de se convaincre que Cecilia n'accepterait jamais une confession aussi soudaine de la part de Rêvant, mais d'un autre côté, ils étaient dans le groupe du héros ensemble, donc il y a une chance qu'ils aient pu avoir des moments romantiques pendant leur voyage. Il commence à paniquer à nouveau, mais juste à ce moment-là, il voit Rêvant revenir du manoir, complètement anéanti. Il croyait sincèrement que le pire qu'elle puisse dire était non, mais il avait tort, et maintenant il veut juste rentrer chez lui et réfléchir à sa vie sous la douche. Voir Rêvant si abattu rend Yoki curieux, alors il retourne à la maison et demande à Sofia si elle sait ce qui est arrivé à Rêvant quand il est venu avouer ses sentiments à Cecilia. Elle lui dit que Rêvant est effectivement venu ici, mais d'après ce qu'elle a vu, il était là pour parler à Apine. Cette information prend vraiment Yoki au dépourvu parce qu'il n'avait aucune idée que Rêvant avait un crush sur elle. Il décide d'aller parler à Apine, et quand il la trouve enfin, il demande si elle a parlé à un type aux cheveux roux il y a quelque temps. Apine confirme cela, alors Yoki lui dit que Rêvant est en fait un de ses amis, et elle semble surprise de l'entendre. Yoki demande ensuite si c'est vrai que Rêvant lui a avoué ses sentiments, et si c'est le cas, il aimerait savoir ce qu'elle a dit qui l'a rendu si contrarié. Apine marque une pause, mais elle finit par révéler que lorsque Rêvant lui a demandé de sortir avec lui, elle lui a immédiatement dit que c'était absolument impossible. Se faire rejeter comme cela blesserait les sentiments de n'importe qui, alors Yoki comprend pourquoi Rêvant était si déprimé ensuite, mais si Apine ne l'aime pas, alors il n'y a rien à faire. Cependant, elle dit qu'en fait elle aime bien Rêvant, mais avant que Yoki puisse lui demander ce qu'elle veut dire par là, elle s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Yoki convoque une réunion avec le reste de ses subordonnés pour discuter de ce qui se passe dans la relation entre Apine et Rêvant. Les deux autres n'ont aucune idée de qui est censé être Rêvant, alors Yoki précise que Rêvant est l'épéiste du groupe du héros. Mais dès qu'il dit cela, Duke s'enflamme et exige de savoir pourquoi Yoki mettrait Apine en couple avec un humain. Yoki explique que ce n'est pas lui qui les a présentés, et, en fait, il n'a aucune idée de comment ils se sont rencontrés au départ, mais ce n'est pas le problème ici. Il dit à tout le monde que Rêvant a récemment avoué ses sentiments à Apine, et Duke suppose qu'elle n'a pas dû bien le prendre, puisque la plupart des humains avec lesquels elle a traité essayaient soit de la capturer pour ses plumes, soit étaient des amoureux des animaux. De toute façon, c'était assez mauvais. Cela dit, elle ne pense pas que Apine déteste tous les humains, après tout, elle a volontairement choisi de travailler comme femme de chambre parce qu'elle aimait les gens du manoir, donc elle a dû être capable de dire que Rêvant est un bon gars. Le lendemain, Yoki se rend à la guilde comme d'habitude, mais à sa surprise, Clément n'est pas là aujourd'hui. Une des autres réceptionnistes appelle Yoki, puisqu'elle le reconnaît comme le gars qui parle toujours avec le vice-maître de guilde. Yoki ne comprend pas de quoi elle parle au début, mais elle explique que, malgré son apparence paresseuse, Clément est vraiment le vice-maître de guilde ici. C'est une révélation choquante, mais pour l'instant Yoki est plus intéressé de savoir où est allé Clément. C'est censé être un secret, mais puisque Yoki est ami avec Clément,
La réceptionniste l'informe qu'il a été hospitalisé après une dispute avec sa femme. Plus tard dans la journée, Yoki va à l'hôpital rendre visite à Clément, et il est surpris de voir à quel point il a été blessé. Il demande ce qui s'est passé, alors Clément explique qu'hier c'était son anniversaire de mariage, alors il voulait choisir un bon cadeau pour sa femme, mais il s'est tellement concentré que la journée entière est passée avec lui à regarder des bijoux. Quand il est finalement rentré chez lui, il avait déjà manqué le dîner, alors sa femme a pensé qu'il avait oublié l'anniversaire, et ils ont eu une énorme dispute ensuite. Yoki pense que la femme de Clément doit être assez forte, puisqu'elle a pu le blesser comme ça, et il dit, c'est normal, étant donné qu'elle est une ancienne aventurière de rang A. Yoki ne peut pas croire que Clément est marié à quelqu'un de rang A, mais, pour info, Clément est aussi un ancien de rang A. Il va falloir un certain temps pour que Clément guérisse naturellement de toutes ses blessures, alors Yoki propose d'utiliser la magie de guérison pour l'aider, mais Clément rejette immédiatement l'idée. Être blessé comme cela est l'excuse parfaite pour que sa femme le soigne jusqu'à sa guérison. Juste à ce moment, la femme de Clément entre, et il s'avère que c'est Sophia, ce qui est un énorme choc pour Yoki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se marierait avec quelqu'un comme Clément, mais ils semblent heureux ensemble, à part le malentendu violent occasionnel. Un peu plus tard, Yoki s'apprête à partir, alors Sophia le remercie d'avoir tenu compagnie à son mari avant son arrivée. Il dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier parce qu'il est normal de rendre visite à un ami blessé, mais, en parlant d'amis, il demande à Sophia si Cecilia va un peu mieux aujourd'hui. Elle lui dit que la fièvre de Cecilia est partie, donc elle se sent beaucoup mieux maintenant, mais elle est actuellement dehors pour faire des courses, donc il ne pourra pas la voir pendant un moment. Yoki demande à Sophia si elle a des idées pour un bon cadeau qu'il pourrait lui offrir, puisqu'il veut faire quelque chose de bien pour elle, mais elle lui dit que tant que cela vient du cœur, Cecilia sera contente de tout ce qu'il lui offrira. Yoki la remercie pour le conseil et quitte l'hôpital, mais alors qu'il marche dans la rue, il commence à fantasmer sur ce que ce serait s'il se mariait avec Cecilia. Quand il revient à la réalité, il réalise qu'il est près du dortoir des chevaliers, alors il décide de prendre des nouvelles de Rayvan puisqu'il est ici. Il ouvre la porte et trouve Rayvan allongé sur son lit, aussi déprimé que le jour où Apine l'a rejeté, et il a de la peine pour lui, alors il veut aider. Il demande à Rayvan s'il peut expliquer comment lui et Apine se sont rencontrés pour la première fois, alors Rayvan lui dit que tout a commencé un après-midi ordinaire. Rayvan était occupé avec sa patrouille quotidienne quand il a soudainement remarqué une fille harcelée par quelques gars ivres. Il a rapidement réglé le premier gars, et après que les autres aient réalisé qui il était, ils se sont tous enfuis, donc son travail ici était terminé. Puisqu'Apine était en sécurité maintenant, il s'est tourné pour partir, mais elle a soudainement attrapé sa cape pour le remercier. Rayvan lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier puisqu'il faisait juste son travail, mais ensuite il a réalisé qu'il venait de révéler sa voix à une étrangère, et il a commencé à craindre qu'elle se moque de lui pour cela. Cependant, au contraire, Apine lui a dit qu'il avait une belle voix. Au début, il a pensé qu'elle plaisantait, mais Apine était aussi sérieuse que possible parce qu'elle aimait vraiment le son de la voix de Rayvan. Elle l'a encore remercié de l'avoir sauvé et est partie en courant pour finir ses courses de la journée, mais elle a laissé une impression durable sur lui. C'est pourquoi il a finalement trouvé le courage de lui avouer ses sentiments, mais cela ne s'est pas passé aussi bien qu'il le pensait. Il pense que c'était une erreur d'avouer si vite alors qu'ils se connaissent à peine, parce que cela l'a probablement mise mal à l'aise. Cependant, Yoki lui dit qu'il ne devrait pas abandonner si vite parce qu'il a le sentiment qu'il pourrait encore avoir une chance avec Apine, mais pour l'instant, il suggère que tous les deux devraient sortir un moment pour le remonter le moral. Yoki finit par emmener Rayvan à la bijouterie où il est venu avec Cecilia la dernière fois, parce qu'il n'a jamais pu acheter ce collier pour elle, et pendant qu'ils sont là, Rayvan repère un beau pendentif qui irait très bien à Apine. Il n'est pas sûr de devoir l'acheter ou non, puisqu'Apine pourrait trouver bizarre de recevoir un cadeau de quelqu'un qu'elle connaît à peine, mais Yoki l'assure qu'elle appréciera l'intention qu'il y a mis, et sinon, elle est sûre d'aimer le design parce qu'il lui va très bien. Rayvan finit par décider d'acheter le pendentif, et puisqu'il ne veut pas que quiconque entende sa voix, il communique avec la caissière avec un stylo et du papier. Cependant, alors qu'il quitte le magasin, Yoki et Rayvan tombent sur Mikana, et elle est surprise de voir les deux dans une bijouterie ensemble. Elle demande ce qu'ils font ici, et Yoki répond immédiatement, disant qu'ils sont là pour acheter des cadeaux pour les femmes qu'ils aiment. Mikana savait déjà que Yoki a un crush sur Cecilia, donc elle n'est pas surprise par cela, mais elle n'avait aucune idée que Rayvan avait un crush aussi. Elle lui demande de tout révéler, mais Rayvan refuse de dire un mot en sa présence, et c'est entièrement de sa faute parce qu'elle s'est moquée de sa voix une fois, et depuis lors, il est trop complexé pour parler en sa présence. Mikana se sent mal à ce sujet et elle s'est déjà excusée, mais elle sait que s'excuser ne change pas ce qu'elle a fait, donc elle ne veut pas le forcer. Cependant, même si Rayvan ne veut pas lui parler, elle veut quand même entendre tous les détails sur son crush, alors elle l'invite, lui et Yoki, à déjeuner avec elle. Cependant, juste quand elle pense qu'ils seront enfin prêts à parler, Yoki et Rayvan commencent à se remplir la bouche de nourriture pour ne pas avoir à dire quoi que ce soit.
C'était un plan parfait, mais dès que Mikana mentionne qu'elle pourrait raconter à Yoki des histoires sur Cecilia s'il lui parle, il abandonne immédiatement le plan. Mikana lui demande jusqu'où il est allé avec Cecilia, et il lui dit que ce n'est rien de spécial parce qu'ils ne sortent pas encore ensemble, et elle a apparemment reçu des tonnes de demandes en mariage, y compris une de Yuga. Entendre cela rend Mikana un peu excitée, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne comprend pas déjà ses indices. Il a toujours été un peu étourdi, donc il lui arrivait parfois de tomber accidentellement sur elle et Cecilia en train de se changer ou de prendre un bain, et il est si populaire auprès des femmes qu'une foule énorme se formait toujours, peu importe où ils allaient. Ce n'était jamais vraiment intentionnel de sa part, mais son comportement insouciant a vraiment agacé Cecilia, et elle peut être terrifiante quand elle est en colère. Mikana demande ensuite à Rêvant à propos de son crush, mais Yoki la coupe parce qu'il ne veut pas qu'elle l'embête. Mikana promet qu'elle n'essaie pas de se moquer de lui pour son crush ou quoi que ce soit, elle a juste quelques problèmes relationnels à elle dont elle voulait parler. La vérité est qu'elle a le sentiment que Yuga la déteste à cause de quelque chose qu'elle a fait. Elle dit à Yoki que, bien que le rapport du royaume dise qu'ils ont revendiqué une victoire absolue sur le seigneur démon, ils ont en fait été vaincus plusieurs fois, et c'était par un général démon au hasard, rien de moins. Chaque fois qu'ils perdaient, ils se retrouvaient dans un village voisin avec toutes leurs blessures guéries pour une raison quelconque, mais peu importe combien de fois ils retournaient, ce démon continuait de les vaincre de la manière la plus humiliante. Yoki commence à se sentir un peu coupable puisqu'il a fait traîner leur défaite quelquefois pour pouvoir passer plus de temps à regarder Cecilia, mais pour sa défense, il n'essayait pas de les humilier. De toute façon, après chaque défaite, le groupe était forcé de mentir aux gens et de cacher le fait qu'ils avaient été vaincus, afin de préserver leur foi dans le groupe du héros, mais les provisions s'épuisaient, et s'ils ne vainquaient pas ce démon bientôt, les gens perdraient toute confiance en eux. C'est alors que, lors d'une tentative, le démon en question leur a fait une offre. Il a dit qu'il les laisserait aller directement dans la salle du trône du Seigneur démon sans être contestés, mais seulement s'ils étaient prêts à laisser Cecilia derrière, et Mikana était celle qui a convaincu tout le monde de l'abandonner pour que Yuga ne soit pas considéré comme un échec. Cecilia a fini par survivre, mais Mikana ne pense pas que Yuga lui ait pardonné d'avoir fait un choix aussi cruel. Il agit toujours de manière amicale et joyeuse avec elle, mais elle peut dire que son opinion sur elle a changé. Cecilia doit aussi penser différemment d'elle après ce qui s'est passé, donc les choses ont été un peu gênantes entre eux. Yoki se sent en partie responsable de tout cela, parce que ce sont ses actions qui ont causé la fissure dans leur groupe, mais il ne peut pas faire grand-chose pour réparer cela. Il lui demande si elle a au moins essayé de parler à Cecilia de cela, mais comment est-elle censée faire exactement? Elle ne peut pas juste sortir et dire qu'elle était prête à sacrifier Cecilia parce qu'elle se souciait plus de protéger l'honneur de Yuga en tant que héros. Yoki sait que c'est un sujet difficile à aborder, mais si rien n'est fait, alors ils continueront tous à être mal à l'aise les uns avec les autres indéfiniment, alors il lui dit d'y réfléchir. Mikana réalise que Yoki a raison, alors elle décide de faire de son mieux pour se rattraper après tout. Rêvant décide aussi d'essayer de reparler à Appin, alors lui et Yoki retournent à la maison de Cecilia. Il finit par trouver Appin et s'excuse auprès d'elle d'avoir avoué ses sentiments si soudainement la dernière fois. Il lui tend ensuite le pendentif qu'il a acheté et demande si elle voudrait commencer en tant qu'amie, et Appin semble aimer cette idée. Quelques jours passent, et Yoki est sur le point de mourir parce qu'il n'a pas vu Cecilia depuis près d'une semaine maintenant. Après s'être rétablie, elle a été occupée à visiter divers villageois et à soigner les blessés et les malades là-bas. Le reste du groupe de héros a également été assez occupé puisque Rêvant est le capitaine des chevaliers, Mikana est une magicienne royale, et Yuga a entrepris beaucoup de missions d'extermination et diplomatiques, mais lui, en revanche, n'a absolument rien fait. C'est à ce moment que Appin frappe à la porte de Yoki et dit qu'elle est là pour délivrer un message. Apparemment, Cecilia l'a envoyé informer Yoki qu'elle allait rentrer à la maison cet après-midi, et cela signifie qu'il va enfin pouvoir la revoir. Il est extrêmement heureux puisque c'est l'occasion parfaite pour lui de lui offrir ce collier qu'il a acheté, ayant raté sa chance la dernière fois. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, une vieille dame au hasard avec une boutique de diseuses de bonne aventure l'interpelle et dit qu'il va avoir la pire malchance imaginable aujourd'hui. Cela devrait être très inquiétant, mais Yoki suppose que c'est juste une arnaque et continue sa journée. Après tout, s'il est sur le point de rencontrer Cecilia, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'abord, Yoki se dirige vers l'une des boulangeries locales pour prendre un cadeau pour Cecilia, mais la dame qui y travaille habituellement prend apparemment un jour de congé, alors elle a demandé à son frère de la remplacer, et il prend ça un peu trop au sérieux. La situation est assez gênante pour Yoki, alors il commande juste quelques cupcakes et part, mais en continuant à marcher, il se rend compte que tous les cupcakes ont été écrasés par les muscles saillants de ce type. Je veux dire, les gâteaux sont toujours bons malgré tout, mais c'est quand même vraiment malchanceux que ça soit arrivé à son lot. Quelques autres choses arrivent à Yoki pendant sa marche vers la maison de Cecilia, il heurte accidentellement cet homme énorme, il marche presque sur du caca de chien au milieu de la rue, puis un enfant le bouscule et fait tomber sa viande par terre. Maintenant,
Yoki aurait pu ignorer l'enfant et continuer à marcher, mais il est beaucoup trop gentil pour ça, alors il propose d'en acheter une nouvelle pour faire arrêter de pleurer l'enfant, même si ce n'était pas de sa faute. Jusqu'à présent, seuls des désagréments mineurs lui sont arrivés, mais la chance de Yoki ne fait qu'empirer parce qu'un moment plus tard, son portefeuille est volé par un pickpocket. Maintenant, certaines personnes abandonneraient ici, mais Yoki ne laisse pas son argent durement gagné être gaspillé, alors il utilise un peu de son pouvoir pour rattraper le pickpocket et le tabasser sévèrement. Yoki était complètement justifié ici, mais malheureusement, Yuga se trouvait à proximité et tout ce qu'il a vu, c'est Yoki frapper un type au sol et prendre un sac d'argent. Yoki essaie d'expliquer que ce n'est qu'un malentendu, mais Yuga n'y croit pas, alors il commence à attaquer Yoki, essayant de le faire se rendre. Maintenant, Yoki pourrait certainement battre Yuga s'il le voulait, mais cela révélerait sa couverture en tant qu'humain ordinaire, alors il décide plutôt de s'enfuir. Cependant, cela ne fonctionne pas pour lui puisque son chemin est rapidement bloqué par un tas de chevaliers, et se battre pour sortir ne ferait que causer plus de problèmes plus tard, alors Yoki finit par se rendre. Il est jeté en prison pour son prétendu crime, et il commence à penser que la diseuse de bonne aventure avait peut-être raison sur le fait qu'il était malchanceux aujourd'hui. Cela dit, tout n'est pas mauvais puisqu'il a encore des amis qui veillent sur lui, et peu de temps après, Duke se présente pour lui rendre visite. Duke a été repéré par les chevaliers royaux il y a quelques jours, et il trouve ça drôle que Yoki se soit mis dans ce genre de problème si rapidement. Yoki argumente qu'il n'a rien fait de mal, mais Duke le sait déjà, et il dit à Yoki qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Revan a entendu parler de toute l'histoire et il enquête actuellement sur la question, donc ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne soit résolu. Juste à ce moment, une autre chevalier, Irene, arrive et dit à Yoki qu'il a été blanchi de tous méfaits et est libre de partir. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais ensuite elle lui dit que Yuga veut apparemment le rencontrer pour s'excuser, ce qui est la dernière chose à laquelle Yoki s'attendait. Plus tard, Yoki rencontre Yuga dans un restaurant, et Yuga est sincèrement désolé pour tous les problèmes qu'il a causés, alors pour se faire pardonner, il lui offre un festin. Yoki est ébloui par l'innocence pure émanant de Yuga, et il est clair qu'il n'a pas de mauvaises intentions, alors il décide d'accepter son offre. Après le repas, Yuga entame une petite conversation. D'abord, il dit qu'il n'avait aucune idée que Yoki était ami avec Revan, et bien qu'il ne l'ait pas reconnu à l'époque, maintenant qu'il a eu l'occasion de parler à Yoki, il se rend compte que c'est le même type qui traînait avec Cecilia la dernière fois. Sur ce point, il demande à Yoki quelle est sa relation avec Cecilia, et Yoki répond calmement que tous les deux sont encore seulement amis, ce qui soulage Yuga, mais ensuite il dit qu'il veut demander conseil à Yoki. Il dit qu'il veut savoir comment bien s'entendre avec Cecilia, et c'est la dernière chose dont Yoki voudrait parler avec Yuga. Il dit à Yuga que lui et Cecilia sont seulement devenus amis récemment, donc s'il veut des conseils sur comment s'entendre avec elle, il devrait essayer de demander à quelqu'un qui la connaît depuis beaucoup plus longtemps, comme Mikana, par exemple. Cependant, Yuga dit qu'il ne peut pas demander conseil à Mikana puisqu'elle déteste probablement Cecilia. Yoki est choqué de l'entendre dire cela et demande s'il a entendu Mikana le dire elle-même, mais Yuga dit que ce n'est pas le cas, il sait juste que Mikana n'aime pas Cecilia. Il révèle que pendant la bataille finale, Mikana a convaincu l'équipe d'abandonner Cecilia, et il n'y a aucun moyen qu'elle aurait fait ça si elle ne détestait pas Cecilia. Yoki ne pense pas que ce soit juste pour Yuga de supposer les intentions de Mikana, même s'il n'en a pas encore parlé avec elle. Il dit que Mikana était tout aussi bouleversée que tout le monde d'avoir laissé Cecilia derrière parce qu'elle pleurait tout le temps, mais Yuga lui demande comment il pourrait possiblement savoir ça alors qu'il n'était même pas là. Yoki ne peut toujours pas révéler le fait qu'il est le démon d'autrefois, alors il fait abandonner le sujet à Yuga avec une explication infaillible, « Fais-moi confiance, frère ». Yuga ne questionne pas Yoki davantage, mais il refuse d'accepter que Mikana n'était pas en faute parce que si ce n'est pas sa faute, alors cela doit signifier que c'était sa faute à lui, et il ne pourrait jamais se pardonner d'avoir abandonné Cecilia. Yoki lui dit qu'il doit arrêter de rejeter la faute sur ses amis parce que s'il ne peut pas accepter la responsabilité de ses propres actions, alors il ne mérite pas de s'appeler un héros. Yuga éclate soudainement en larmes, et Yoki pense qu'il est peut-être allé un peu trop loin en criant, mais il s'avère que les mots de Yoki ont vraiment aidé Yuga à comprendre où il avait tort. Mikana est son amie d'enfance depuis toujours, et elle a toujours été à ses côtés pour le soutenir depuis qu'il est devenu un héros, pourtant il n'a pas pu lui faire confiance et a choisi de croire qu'elle avait abandonné Cecilia par haine. Il ne sait pas comment il pourrait jamais arranger les choses entre deux. Yoki lui dit qu'il peut juste s'excuser parce que Mikana tient clairement toujours à lui, et même si elle pourrait le gronder un peu, elle le pardonnera définitivement à la fin. Yuga est fou de joie et dit qu'il va s'excuser tout de suite, mais il est trop nerveux pour le faire seul, alors il demande à Yoki et Revan de l'accompagner aussi. Ils arrivent tous finalement à la maison de Mikana, mais Yoki est un peu contrarié d'avoir été entraîné dans un si long détour alors qu'il voulait juste rendre visite à Cecilia aujourd'hui. Yuga dit qu'il a juste besoin de soutien moral, alors ils peuvent attendre dehors pendant qu'il entre pour s'excuser auprès d'elle.
Hyuga entre ensuite et monte en courant dans la chambre de Mikana où il la trouve en train de changer de vêtements, mais alors que Mikana devient immédiatement troublée, Hyuga reste impassible et lui dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Il lui dit qu'il vient de réaliser qu'il l'a traité injustement tout ce temps parce qu'il a continué à penser qu'elle avait intentionnellement abandonné Cecilia alors que ce n'était pas le cas. Il sait qu'une excuse ne suffira pas pour se racheter de ce qu'il a fait, mais il espère qu'elle peut lui pardonner pour qu'il puisse revenir à comme c'était avant. Mikana est vraiment soulagée que Hyuga ne la déteste plus, mais se souvient ensuite qu'elle est encore en sous-vêtements, et elle ne sait pas ce qui est pire, le fait que Hyuga ait fait irruption pendant qu'elle changeait, ou le fait qu'il en soit complètement impassible. Quoi qu'il en soit, elle est encore en colère à ce sujet, alors elle se défoule sur Hyuga. Dehors, Revan et Yoki peuvent voir ce qui se passe, mais ils ne peuvent rien faire pour aider, alors ils laissent tous les deux Hyuga à son sort. Yoki est enfin libre d'aller voir Cecilia, et sur son chemin, il repasse devant cette diseuse de bonne aventure, mais il pense toujours que c'est une arnaque, alors il ne s'arrête pas pour écouter. La diseuse de bonne aventure n'apprécie pas d'être ignorée pour la deuxième fois consécutive aujourd'hui, mais pour une raison quelconque, il semble que la chance de Yoki tourne pour le mieux, donc il doit avoir fait une très bonne action récemment. Un peu plus loin sur la route, Yoki tombe sur la propriétaire de la boutique de gâteaux, et elle vient de découvrir que la plupart des gâteaux que Yoki a achetés plus tôt aujourd'hui ont été accidentellement écrasés par son frère, alors elle veut s'excuser pour ça. Yoki lui dit que ce n'est pas grave, mais elle veut quand même arranger les choses, alors elle lui offre un nouveau sac de gâteaux. Yoki continue ensuite son chemin, mais tout à coup, il est entouré par 3 hommes en costume. Au premier abord, on pourrait penser qu'il est en difficulté, mais il s'avère que ces hommes sont les serviteurs personnels du garçon de tout à l'heure, et ils voulaient remercier Yoki pour sa gentillesse en lui offrant un sac de brochettes de viande. Peu de temps après, Yoki arrive enfin à la maison de Cecilia, mais Appin est un peu contrarié puisqu'il est vraiment en retard. Il entre à l'intérieur pour enfin rencontrer Cecilia, et elle est vraiment heureuse de le voir puisqu'il y a longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Yoki dit qu'il a un cadeau pour elle, et Cecilia est reconnaissante, mais elle n'a jamais vu quelqu'un associer des gâteaux avec de la viande auparavant. À part ça, elle propose de faire une théière pour qu'il puisse partoter les snacks pendant qu'il se rattrape, mais Yoki est surpris d'entendre cela puisque faire du thé est généralement le travail d'une servante. Cecilia explique fièrement qu'elle a récemment demandé à Sofia de lui enseigner quelques compétences ménagères, alors elle sait maintenant comment faire du thé correctement et elle peut cuisiner sans brûler la nourriture 70% du temps. Après quelques minutes de discussion, Cecilia découvre que Appin et Revan sont devenus amis, ainsi que Yoki s'être lié avec Mikana et Hyuga. Mais, en parlant de ces deux-là, ils entendent soudainement la voix de Hyuga appeler Cecilia. Quelques instants plus tard, Hyuga fait irruption dans la chambre de Cecilia et lui dit qu'il a beaucoup de choses pour lesquelles il veut s'excuser, mais Mikana le frappe pour l'écarter et lui dit qu'il est trop insistant. Cecilia n'a aucune idée de ce qui se passe, et Yoki est juste surpris puisqu'il ne pensait pas que les autres se présenteraient ici tout d'un coup, mais ils ont tous quelque chose pour lequel s'excuser. Mikana commence et dit qu'elle est désolée d'avoir abandonné Cecilia à l'époque. Cecilia leur dit à tous que ça ne la dérange pas tant que ça parce que sa vie n'était pas la seule en jeu à l'époque. Après tout, les autres ont dû affronter le Seigneur Démon seul sans un guérisseur pour les soutenir, et en fin de compte, dès que le Seigneur Démon a été vaincu, Mikana a été la première à courir pour s'assurer que Cecilia allait bien, suivie de près par Hyuga et Revan. Le fait qu'ils aient tous couru pour essayer de l'aider malgré leur épuisement après la bataille a montré à Cecilia qu'ils tenaient toujours à elle, et il n'y avait pas vraiment d'autre choix à l'époque, donc Cecilia ne pouvait possiblement pas leur en vouloir pour le choix qu'ils ont fait. Tout ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde s'en soit sorti vivant, donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable de ce qui s'est passé. Plus tard dans la même journée, Yoki et Cecilia se promènent, et Cecilia demande si Yoki a quelque chose à voir avec le fait que les autres se soient excusés tout d'un coup. Il admet qu'il les a un peu poussés dans la bonne direction puisque toute l'affaire était un peu de sa faute au départ, et Cecilia est reconnaissante parce que ses amis sont enfin réunis. Cela semble être l'opportunité parfaite, alors Yoki dit à Cecilia qu'il a un cadeau pour elle et tend la main vers le collier qu'il a acheté. Il lui demande si elle est prête à l'accepter, et elle lui dit joyeusement qu'elle le chérira pour toujours, ce qui est un immense soulagement pour Yoki parce qu'il ne savait pas ce qu'il ferait si elle l'avait repoussé. Peu de temps après, Cecilia demande à Yoki de l'accompagner en mission car elle a reçu un appel à l'aide d'un village isolé. Yoki est plus qu'heureux d'offrir son assistance, mais sait qu'elle a aussi, et il n'est pas content de cela. C'était censé être l'occasion pour Yoki de passer un moment de qualité seul avec Cecilia, mais Sek ne voulait pas être laissé de côté, alors il a trouvé un moyen de s'immiscer, et il est déjà trop tard pour le renvoyer. Le groupe arrive finalement au village en question, et Cecilia avait entendu que cet endroit avait été attaqué par des bandits, mais c'est bien pire qu'elle ne l'imaginait. Le chef du village sort bientôt pour accueillir Cecilia, et il est ravi que la célèbre prêtresse ait décidé de rendre visite à leur village, mais il n'a aucune idée de qui sont Yoki et Sek. Cecilia l'informe que ce sont ses amis et qu'ils sont tous deux compétents en magie de soins, donc ils sont là pour aider à soigner les blessés,
et le chef est heureux de l'entendre. Il les conduit à la mairie où toutes les personnes blessées sont rassemblées, et le groupe se met immédiatement au travail. Il commence à soigner les villageois un par un, et personnellement, cette quantité de soins n'est pratiquement rien pour Yoki, mais il peut voir que Cecilia travaille très dur. Il admire à quel point elle se soucie d'aider les blessés, mais en parlant des blessés, Yoki est surpris qu'il y ait eu tant de blessures mais aucun décès parmi les villageois. Le chef explique qu'ils ont eu de la chance car, au milieu du raid, les bandits ont été attaqués et forcés de battre en retraite. C'était un retournement de situation heureux, mais Yoki trouve un peu étrange que quelqu'un soit arrivé juste à temps pour sauver les villageois. C'est alors que Yoki regarde Cecilia, et il se rend compte qu'elle pourrait se pousser un peu trop loin, alors il s'approche et lui demande de faire une pause. Cependant, Cecilia refuse de l'écouter car elle veut encore aider les gens, alors Yoki est obligé de prendre les choses en main et lui lance un sort d'assommoir. Il se rend compte qu'un type inconnu assommant une prêtresse peut paraître mauvais, mais il assure à tout le monde qu'elle est seulement endormie et qu'il voulait juste la faire une pause. Peu de temps après, Cecilia se réveille enfin de sa sieste involontaire, et elle est furieuse contre Yoki pour avoir lancé un sort de sommeil sur elle sans avertissement. Yoki s'excuse, mais il dit qu'il n'avait pas le choix car, à ce rythme où Cecilia se poussait, elle serait tombée d'épuisement mana s'il n'avait rien fait. Cecilia reconnaît qu'elle a peut-être été un peu trop loin, donc elle comprend pourquoi Yoki était inquiet pour elle, mais elle veut quand même qu'il promette de ne plus jamais utiliser de magie sur elle sans permission. Yoki promet, et au cas où elle s'inquiéterait encore de soigner les villageois, il lui dit qu'elle peut se détendre car lui et Sek ont déjà fini de s'occuper d'eux. Cecilia est vraiment heureuse de l'entendre et le remercie sincèrement, mais c'est alors que le chef du village entre pour vérifier l'état des choses. Il est content de voir que Cecilia se sent mieux, et il déteste lui demander plus, mais il y a une petite fille qui vit à la périphérie du village, et il espérait que le groupe pourrait aller la voir. Il demande si la fille a aussi été attaquée par les bandits, mais heureusement ce n'est pas le cas. Elle est parfaitement en sécurité, mais elle a été faible et maladive depuis sa naissance, donc il espérait que Cecilia pourrait peut-être l'aider à devenir en bonne santé. Cecilia est prête à essayer, alors elle demande au chef de leur indiquer le chemin de la maison de la fille, et quelques minutes plus tard, il rencontre finalement Tyle. Tyle est surprise de voir un groupe d'étrangers entrer soudainement dans sa maison, mais Cecilia l'assure qu'il n'y a rien à craindre car c'est le chef du village qui les a envoyés ici. On dirait que Tyle est sur le point de poser une question, mais tout à coup, elle est prise d'une quinte de toux énorme, et tout le monde peut voir que le chef n'exagérait pas quand il disait que Tyle était vraiment malade. Sek s'approche d'elle pour offrir un médicament spécial qu'il a préparé pour aider, et au début, Tyle est un peu sceptique à l'idée d'accepter un jus mystère d'un étranger inconnu, mais Yoki l'assure que Sek sait ce qu'il fait, donc ce médicament est parfaitement sûr. Tyle le croit sur parole et boit toute la bouteille, et à sa surprise, sa gorge se sent en fait un peu mieux maintenant. Elle est très reconnaissante et est sûre que la venue du groupe ici doit être une bénédiction de la divinité gardienne, mais Yoki n'a aucune idée de ce que c'est. Tyle explique que la divinité gardienne est la statue du dieu à la périphérie du village. Elle explique que le jour de l'attaque des bandits, elle retournait au village après avoir laissé une offrande à la statue, mais elle s'est soudainement sentie très somnolente et s'est évanouie dans la forêt. C'est pourquoi elle a pu éviter d'être blessée par les bandits, et elle est sûre que cela devait être la divinité qui la protégeait. Sek souligne que cela aurait pu être une pure coïncidence, mais Tyle est absolument certaine de la protection du gardien. Après tout, quand elle avait 7 ans, elle a été entourée par des loups une nuit et elle serait presque certainement morte, mais à la dernière seconde, la divinité gardienne est venue à son secours avec un éclair noir, et depuis lors, il la protège. Tyle ne trouve rien d'étrange à cela, mais la magie du sommeil et l'éclair noir ressemblent beaucoup à quelque chose qu'un démon pourrait utiliser, donc Yoki et Cecilia sont un peu méfiants. Tyle jure que sa divinité n'est pas du tout suspecte, et elle propose même de les conduire à lui juste pour le prouver. Cependant, quand elle le leur montre, je veux dire, allez, c'est clairement une statue de démon. Tyle est contrariée et dit qu'elle ne tolérera pas que quiconque calomnie son bien-aimé gardien, mais elle peut à peine tenir debout comme ça, donc Cecilia s'excuse de l'avoir trop poussée et raccompagne Tyle chez elle. Pendant que Cecilia est partie, Yoki regarde de plus près la statue, et il se rend compte qu'elle ressemble beaucoup à l'une de ces gargouilles qu'ils avaient dans le château du Seigneur Démon, mais dès qu'il dit cela, la gargouille prend vie et l'attaque avec un éclair noir. Yoki esquive, et Sek parvient à maîtriser la gargouille, mais ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent en faire maintenant. Sek suggère qu'ils devraient simplement la tuer, mais Yoki lui dit d'arrêter car il préférerait essayer de discuter d'abord avant de recourir à la violence. Après que tout le monde se soit calmé, la gargouille s'assoit et demande s'ils n'ont vraiment pas l'intention de le tuer. Yoki lui rappelle que c'est lui qui les a attaqués en premier, et la gargouille s'excuse pour cela, mais après avoir entendu Yoki l'identifier comme une gargouille démoniaque, il a réalisé qu'il avait été exposé et a un peu paniqué. Il explique qu'il y a plusieurs années, il avait été créé à l'origine pour garder un certain temple, mais en chemin, des bandits l'ont volé. Ces mêmes bandits ont ensuite attaqué ce village, donc la gargouille en avait assez et les a frappés avec sa foudre,
mais cet acte a fait que les villageois ont commencé à le vénérer comme une divinité gardienne. Au fil du temps, ils l'ont tous lentement oublié, donc la seule qui se présente encore est Tyle, et elle vient ici tous les jours pour nettoyer depuis que la gargouille l'a sauvée quand elle était enfant. Yoki demande si cela signifie que la gargouille n'a pas l'intention de nuire aux villageois, et la gargouille répond qu'il n'a rien à voir avec les humains, il vit juste ici, c'est tout. Si c'est le cas, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter, donc Yoki s'excuse de déranger la gargouille et se retourne pour retourner au village, mais avant cela, il demande à Sek de lui faire une petite faveur. Yoki a essentiellement demandé à Sek d'aller au village par lui-même afin qu'il puisse passer le reste de ce voyage seul avec Cecilia, mais une fois finalement seul avec elle, il s'est rendu compte qu'il n'avait en fait rien à dire. Alors qu'il marche, Cecilia finit par trébucher sur une racine saillante, donc Yoki intervient pour la rattraper, et il se retrouve à se regarder pendant quelques secondes avant de se détourner gêné. Peu de temps après, il retourne finalement au village, et comme par hasard, les bandits de tout à l'heure ont décidé d'attaquer à nouveau le village, et ils sont confiants que rien ne les arrêtera cette fois, mais tout à coup, Yoki, Cecilia et Sek apparaissent pour les arrêter. Les bandits sont toujours certains que ces morveux n'ont aucune chance face à leur grand nombre, mais alors Yoki donne à Sek la permission de combattre avec une intention mortelle, et les bandits commencent à tomber comme des mouches. Cecilia est surprise par la force de Sek puisqu'elle ne l'avait jamais vu se battre auparavant, mais Yoki est beaucoup plus fort, donc quand il rejoint le combat, il assomme quelques dizaines d'entre eux d'un coup, et même quand l'un d'eux tente d'attaquer Cecilia par surprise, Yoki électrocute facilement le type et le maîtrise car il a un contrôle total sur la situation. La bataille contre les bandits s'est plutôt bien déroulée jusqu'à présent, mais tout à coup, le groupe remarque de la fumée venant de la direction du sanctuaire de la divinité gardienne, et ce n'est pas bon signe, donc Yoki demande à Sek d'aller vérifier pendant qu'il achève le reste des bandits. Les bandits restants se regroupent tous pour tenter de submerger Cecilia et Yoki, mais Yoki leur dit franchement que peu importe combien ils sont, ils ne seront jamais à sa hauteur. Il procède ensuite à les disperser tous avec un sort de tempête de vent, et la situation des bandits a été officiellement réglée, mais Yoki est un peu inquiet du fait que Sek ne soit pas encore revenu du sanctuaire, quelque chose a pu lui arriver, donc Yoki et Cecilia vont vérifier, et à leur choc, ils trouvent la gargouille grièvement blessée et Sek maintenu par la gorge. Yoki fixe le type avec colère et demande de savoir qui il est, donc Cecilia explique que c'est Miller, le héros de l'Empire Gali voisin. Yoki est surpris d'apprendre qu'il y a plus d'un héros dans le monde, mais la sécurité de Sek est ce qui est important maintenant. Une fois que Sek reprend conscience, il explique qu'il est venu ici et a trouvé Miller attaquant la gargouille par derrière alors qu'elle essayait de protéger Tyle, donc il a essayé de l'arrêter mais a fini par perdre le combat. Miller dit qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il essaie de tuer une gargouille, et c'est la faute de Sek d'être assez stupide pour se mettre en travers de son chemin. Il commence ensuite à retourner vers la gargouille pour l'achever, mais Yoki lui dit d'arrêter et essaie de le dissuader en expliquant que la gargouille ne cause aucun mal. Cependant, Miller se fiche que la gargouille soit inoffensive ou non, et si Yoki essaie de l'arrêter, alors il va la battre aussi. Yoki répond en lançant un éclair, mais à sa surprise, l'éclair se dissipe complètement dès qu'il entre en contact avec l'épée de Miller. Cecilia crie à Yoki de se replier car l'arme de Miller est une épée magique artificielle qui absorbe toute magie qu'elle touche, donc Yoki n'est pas de taille face à lui. Cecilia supplie Miller d'arrêter car si des innocents meurent de sa main, cela pourrait déclencher une guerre, mais Miller aime en fait cette idée. Un de ses passe-temps favoris est de tuer des gens, donc si une guerre devait éclater, il aurait le droit de tuer autant de gens qu'il le souhaite. Il est clair que ce type est un psychopathe, donc il n'y a aucun moyen que Yoki le laisse partir libre après ça. Miller rit du fait que Yoki pense pouvoir gagner ce combat, même s'il sait déjà que sa magie est complètement inefficace contre cette épée. Cependant, Yoki n'est pas déstabilisé et commence à lancer plusieurs rafales de magie les unes après les autres. L'épée de Miller peut absorber la magie, mais puisqu'elle est artificielle, il doit y avoir une limite à ce qu'elle peut absorber, et après avoir déchaîné une série de ses sorts les plus puissants, Yoki finit par atteindre cette limite, brisant complètement l'épée de Miller. Yoki utilise ensuite un sort de vent pour propulser Miller contre un arbre, et on dirait qu'il a été vaincu, mais Miller avait encore une dernière carte dans sa manche et a lancé une lance magique sur Yoki. Une astuce comme celle-là ne fonctionnerait jamais sur Yoki, donc il l'esquive facilement, mais la gargouille se trouvait juste derrière lui. La lance se dirigeait droit sur lui, mais à la dernière seconde, Tyle a soudainement sauté devant lui et a pris une lance dans la poitrine. Ce n'était pas ce à quoi Miller s'attendait, mais il trouve toujours très amusant que la fille se sacrifie pour sauver un démon. Yoki se retourne vers Miller et lui dit qu'il ne s'en tirera pas comme ça, mais Miller a déjà un plan de fuite prêt et tire un tas de flèches sur les amis de Yoki, le forçant à créer un bouclier pour les protéger, et pendant ce temps, Miller parvient à se faufiler dans la forêt. Yoki se reproche d'avoir laissé Miller s'échapper parce qu'il avait trop compté sur sa magie, et toute cette colère qui monte en lui provoque l'apparition de sa véritable forme démoniaque. C'est une forme que Cecilia n'a jamais vue auparavant, donc elle craint que Yoki ait perdu le contrôle, mais pour l'instant,
Une seule chose occupe l'esprit de Yoki, et c'est de battre Miller à plate couture. Il s'envole dans les airs pour commencer à traquer Miller, et dès qu'il le localise, il plaque sa tête au sol et le fait ensuite voler à travers quelques centaines d'arbres. Miller ne peut pas croire qu'un démon aussi fort existe encore, même si le seigneur démon a déjà été vaincu, mais une seconde plus tard, Yoki apparaît derrière lui pour continuer la raclée. Miller essaie de riposter, mais Yoki le désarme facilement et le met à genoux avant de le traîner dans les airs par le cou. Maintenant, il pourrait tuer Miller ici et maintenant, mais il sait que ce n'est pas quelque chose que Cecilia voudrait qu'il fasse, alors à la place, il laisse simplement tomber Miller et le laisse tenter sa chance avec l'eau. Yoki finit par retourner à la maison de Tyle où il trouve Cecilia qui l'attend. Il demande comment vont les autres, alors elle lui dit qu'elle a pu guérir Tyle et Sek, donc ils ont tous deux survécu, et elle est vraiment contente que Yoki soit revenu en un seul morceau. Cecilia a invité Tyle à travailler comme bonne dans sa maison afin qu'elle ait un endroit où rester, et entre-temps, Cecilia et Yoki ont été convoqués au château pour une affaire urgente. Alors que Yoki s'agenouille devant le roi, il est un peu nerveux car il craint que ce roi ne soit un imbécile insupportablement arrogant comme le roi démon, mais à sa surprise, le roi est en fait un type cool. Il n'est pas du genre à tenir aux formalités, donc il va droit au but et explique qu'il a entendu comment Cecilia et Yoki ont chassé le héros Miller et les bandits qui attaquaient le village de Dagaz, donc il veut leur donner une récompense pour leurs efforts. Cecilia dit au roi qu'elle ne veut pas de récompense, ce à quoi il s'attendait assez de la part d'une sainte, puis il se tourne vers Yoki et demande s'il y a quelque chose qu'il veut. Yoki informe le roi qu'il a en effet un grand désir, mais il dit que c'est quelque chose que même un roi comme lui ne pourrait pas accorder. Cela rend le roi curieux puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il ne peut pas acquérir, donc il demande à Yoki quel est son désir, et Yoki lâche qu'il veut gagner l'amour de Cecilia, bien qu'il n'y ait pas vraiment réfléchi avant de le dire à voix haute car Cecilia est sérieusement embarrassée maintenant. Peu de temps après, il retourne à la maison de Cecilia, et elle crie après Yoki pour l'avoir embarrassée comme ça devant le roi. Yoki s'excuse pour son erreur, mais la mère de Cecilia trouve toute l'histoire hilarante, donc elle décide d'utiliser la situation pour taquiner un peu Yoki et Cecilia. Elle dit à Yoki qu'il doit réfléchir à ce qu'il a fait, donc pour le mois prochain, il lui est interdit de voir Cecilia du tout. C'est pire qu'une peine de prison pour Yoki, mais il n'est pas le seul à paniquer parce que même s'il l'a embarrassée, Cecilia ne peut pas imaginer passer tout un mois sans parler à Yoki, donc elle essaie de convaincre sa mère d'abandonner cette idée. Aqua cède un peu et accepte de réduire le temps à 2 semaines, mais elle insiste toujours pour que Yoki et Cecilia soient séparés, donc elle ordonne à Appin d'emmener Yoki. Appin obéit et commence à traîner Yoki, mais alors qu'ils traversent les couloirs, ils finissent par apercevoir Sheik assis seul dans le jardin et il a l'air terriblement triste. Yoki suppose que cela doit avoir un lien avec ce qui s'est passé avec Miller et le fait que Sheik n'a pas pu protéger Tyle ou la gargouille, mais il n'a aucune idée de comment le remonter, donc il rentre chez lui pour l'instant. Là, il trouve Tyle en train de s'occuper de la gargouille, et la raison pour laquelle la gargouille est ici est parce que la mère de Cecilia n'a pas permis à Tyle de la mener dans le manoir. Appin dit à Tyle qu'elle doit retourner au manoir et reprendre le travail, donc il se prépare à partir, mais Gar est un peu inquiet qu'elle se pousse peut-être trop compte tenu de son état. Une fois les autres partis, Yoki s'allonge sur son lit et pense à ce qu'il va faire maintenant qu'il ne peut plus parler à Cecilia. Il passait généralement la plupart de ses journées chez elle, donc il va devoir trouver autre chose à faire avec tout ce temps libre, c'est pourquoi il se rend à la guilde dès le lendemain matin et demande qu'on lui donne autant de travail que possible pour ne pas s'ennuyer. Environ 15 jours plus tard, nous voyons Cecilia à la maison et le fait de ne pas parler à Yoki la frappe assez durement parce qu'elle se surprend encore à faire des tasses de thé pour lui même s'il n'est pas là. Sa mère a apprécié chaque moment à regarder Cecilia manquer Yoki, donc elle saute sur l'occasion et commence à la taquiner, demandant pour qui est la deuxième tasse de thé. Cecilia est embarrassée et ment en disant qu'elle a fait la tasse en s'attendant à ce que sa mère apparaisse, mais ils savent tous que ce n'est pas vrai. Aqua mentionne que le délai de 2 semaines est presque écoulé, donc Yoki sera bientôt autorisé à rendre visite à nouveau, et elle est honnêtement un peu curieuse de savoir ce que Yoki a fait pour passer le temps. Pendant ce temps, Yoki vient de rentrer chez lui après avoir passé une nuit blanche à terminer toutes ses quêtes. Gar lui demande pourquoi il est de si bonne humeur, mais Yoki est simplement excité car il va bientôt revoir Cecilia. Gar est heureux pour lui, mais il dit qu'il a quelque chose de sérieux à lui dire. Gar reprend ensuite sa forme originale de gargouille, et dans cet état, Yoki peut clairement voir que le corps de Gar s'est désagrégé. Gar dit que les blessures qu'il a subies de la part de Miller se sont avérées bien plus graves qu'il ne le pensait, et il estime qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Yoki a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, mais Gar ne pensait pas que cela ferait une différence puisqu'il n'y a aucun moyen de réparer son corps. La seule chose qu'il veut maintenant, c'est que Yoki s'occupe de Tyle une fois qu'il sera parti. Yoki ne comprend pas de quoi parle Gar puisque Sheik a dit que l'état de Tyle s'était stabilisé, mais bien qu'il soit vrai qu'elle s'est beaucoup améliorée grâce aux médicaments de Sheik, Gar a observé Tyle depuis qu'elle était petite et il peut dire que quelque chose ne va pas chez elle. Il ne veut juste pas qu'elle soit seule après qu'il se soit désagrégé,
C'est pourquoi il veut que Yoki s'occupe d'elle. Yoki comprend et promet qu'il veillera sur Tile, ce qui rend Gar très heureux, mais juste au moment où il commence à parler de mourir en paix maintenant, Yoki l'interrompt et dit qu'il a toujours l'intention de sauver la vie de Gar, quoi qu'il en coûte. Gar apprécie le sentiment, mais il dit à Yoki qu'il n'y a plus assez de temps pour le sauver à ce stade. Cependant, cela ne l'empêchera pas d'essayer, donc il part immédiatement parler à Duke pour trouver des remèdes à la situation de Gar. Duke a apparemment entendu parler de la désintégration des gargouilles, et selon lui, c'est facilement réparable tant que vous nourrissez la gargouille avec de la magésite. Yoki est choqué parce qu'il ne réalisait pas que la solution était si simple, donc il remercie Duke pour son aide et part en courant pour trouver de la magésite. Malheureusement, il était tellement pressé qu'il n'a pas entendu Duke mentionner qu'il y avait plus d'explications, mais cela ne causera certainement aucun problème plus tard. Alors que Yoki quitte la salle des chevaliers, il réalise qu'il ne sait pas vraiment où trouver de la magésite en premier lieu, mais avant qu'il puisse se renseigner, il entend soudainement Cecilia appeler son nom, et on dirait que quelque chose de terrible s'est produit. Elle court vers lui et explique que Tile est en très mauvais état en ce moment, donc ils ont besoin de son aide. Yoki se précipite vers le manoir pour voir ce qui se passe, et là il trouve Tile au lit avec une forte fièvre tandis que Shake s'empresse de faire des médicaments pour elle. Son état s'est rapidement détérioré parce qu'elle a beaucoup trop travaillé récemment, et les médicaments que Shake a sous la main en ce moment ne suffisent qu'à ralentir ses symptômes, pas à la guérir. Ils auraient besoin d'herbes du crépuscule pour la guérir, mais l'herbe ne se trouve que dans les régions riches en mana, donc elle ne pousse pas ici. Yoki propose d'aller chercher l'herbe pour la rapporter à Tile, et Cecilia propose de l'aider, ce que Yoki apprécie vraiment, d'autant plus qu'il a encore besoin de trouver de la magésite pour Gar. En entendant le nom de Gar, Tile s'inquiète et essaie de s'asseoir sur le lit parce qu'elle pense que quelque chose a pu lui arriver, mais Shake la repousse parce qu'elle a besoin de se reposer le plus possible pour empêcher sa fièvre d'empirer. L'herbe du crépuscule et la magésite peuvent être rares, mais il y a encore une chance que la guilde des marchands en ait en stock puisqu'ils transportent toujours des marchandises précieuses, mais malheureusement, lorsqu'ils arrivent à la guilde des marchands, on les informe que toute la magésite et l'herbe du crépuscule sont actuellement en rupture de stock. C'est la pire nouvelle imaginable, mais alors que Yoki et Cecilia essaient de réfléchir à ce qu'il faut faire, Crément apparaît soudainement et il est ici pour récupérer un formulaire de requête de la guilde des marchands. Il remarque ensuite Yoki debout là et essaie de lui refiler la requête, mais Yoki refuse et dit qu'il n'a pas le temps de prendre des requêtes aléatoires en ce moment. Crément a entendu que Yoki cherche de la magésite et de l'herbe du crépuscule, donc il essaie de persuader Yoki en l'informant que la quête consiste à s'occuper d'un monstre vivant dans une mine de magésite. L'énergie magique dans la mine est si dense que l'herbe du crépuscule pousse aussi dans la mine, donc il serait dans l'intérêt de Yoki d'accepter la mission. Yoki et Cecilia acceptent de rejoindre la mission aux côtés de Crément, et Sophia se joint également à eux, en partie pour soutenir son mari, mais aussi parce que c'est son devoir de chef des bonnes de s'assurer que Tile se rétablisse complètement. Il leur faut 2 jours pour arriver dans la ville avec la mine de magésite, mais une fois sur place, Sophia dit à tout le monde de se préparer à partir dès le lendemain matin. Yoki est un peu confus puisqu'il pensait qu'il se dirigerait immédiatement vers les mines, mais on lui dit qu'ils ne peuvent pas faire cela parce que les monstres sont principalement actifs la nuit et celui qu'ils recherchent est particulièrement dangereux. C'est un mangeur de roches qui a muté après avoir mangé un tas de magésite. Il est extrêmement résistant aux attaques magiques, et la requête dit qu'ils doivent rapporter sa peau en un seul morceau, donc leur meilleure option pour s'en occuper est de le maîtriser avant de l'éliminer. Le lendemain matin, tout le monde est prêt à commencer leur mission, mais Yoki et Cecilia sont surpris que Sophia ait l'intention d'aller au combat en portant son uniforme de bonne. Sophia dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'elle se bat parfaitement bien en tenue de bonne, mais la principale raison pour laquelle elle la porte est qu'elle aime le fait que Crément pense que c'est mignon sur elle. Alors qu'ils pénètrent dans la mine, ils aperçoivent bientôt le mangeur de roches en train de mâcher un tas de magésite, et en les remarquant, il commence à leur lancer des roches. Ils esquivent tous, et juste pour essayer, Yoki lance un sort de foudre sur le monstre, mais comme Crément l'a dit, le mangeur de roches est très résistant à la magie. La seule façon pour eux de l'abattre sans détruire la peau est d'attaquer de l'intérieur, donc Crément dit qu'il utilisera ses shikigami pour protéger Sophia alors qu'elle saute dans la bouche du monstre. Cecilia pense que cela semble un peu trop dangereux, mais Crément ne s'inquiète pas parce qu'il a pleine confiance en les capacités de Sophia, et elle lui fait confiance pour la protéger. Puisqu'ils sont tous les deux d'accord, Yoki et Cecilia mettent tous leurs efforts à maîtriser le mangeur de roches avec une combinaison du sort de glace de Yoki et des chaînes de Cecilia. Avec le monstre maintenu en place, Crément entoure Sophia de tous les shikigami, et elle procède à sauter dans la bouche béante du monstre, donc maintenant ils ont juste besoin d'attendre qu'elle détruise ses entrailles. Malheureusement, le mangeur de roches avait encore un tour dans son sac, donc il a créé plusieurs petits mangeurs de roches, et ces petits sont également immunisés contre la magie, donc Yoki est obligé de mettre ses mains en avant et de boxer pour les tenir à distance, mais malheureusement, sans que Yoki maintienne son sort de glace, le mangeur de roches est bientôt capable de briser les chaînes de Cecilia et de la repousser. Yoki court à ses côtés pour la protéger,
mais alors que le mangeur de roches est en plein pas, il gèle soudainement parce que Sofia a commencé à le découper de l'intérieur. Peu de temps après, le mangeur de roches s'effondre mort sur le sol, et Crément est incroyablement soulagé de voir Sofia émerger de sa bouche, parfaitement indemne. Maintenant que le monstre a été pris en charge, il ne reste plus qu'à ramasser la magésite et l'herbe du crépuscule dont Yoki et Cécilia ont besoin, et heureusement, il y a beaucoup de ces choses disponibles ici. Après avoir rassemblé la quantité dont ils auront besoin, le groupe quitte la grotte et Yoki est prêt à rentrer chez lui pour apporter les médicaments à Tyle et Gar, mais Crément lui dit qu'ils ne peuvent pas partir aujourd'hui parce qu'il n'est pas sûr de voyager la nuit dans cette région. Cela laisse Yoki frustré puisqu'il veut retourner aider les autres dès que possible et il aurait probablement pu simplement voler seul jusqu'à la ville avant le matin, mais il ne peut pas laisser Crément et Sofia découvrir qu'il est un démon. Plus tard dans la nuit, pendant que les autres dorment, Yoki sort du lit et essaie de partir sans réveiller personne, mais Cécilia avait déjà prédit qu'il essaierait cela, donc il la trouve attendant dehors à la porte pour lui. Cécilia soutient pleinement le plan de Yoki, donc elle a pris la liberté de préparer la pochette d'objets pour lui afin qu'il puisse partir immédiatement, et Yoki apprécie vraiment son aide. Peu de temps après, Yoki décolle dans le ciel nocturne, et quelques heures plus tard, il arrive en ville pour livrer les médicaments. Il trouve Gar sur la table comme d'habitude, mais il semble vraiment sans réaction, donc il commence à craindre qu'il ne soit déjà trop tard pour le sauver. Il commence à secouer violemment Gar et à demander s'il est vraiment d'accord pour laisser Tyle seul dans ce monde, et entendre le nom de Tyle mentionné suffit à ramener Gar à la vie. Il demande si Tyle va bien, et Yoki lui dit qu'elle ira bien puisqu'il a déjà déposé l'herbe du crépuscule chez Sheik, donc il ne reste plus qu'à nourrir Gar avec la magésite et le réparer, lui aussi. Alors que Yoki est occupé à bourrer le visage de Gar avec de la magésite, il remarque une griffe mélangée aux roches, mais avant qu'il puisse l'identifier, Gar commence soudainement à briller, et un instant plus tard, il est complètement guéri. La première chose que Gar fait après avoir été guéri est de se précipiter au chevet de Tyle pour vérifier son état et lui faire savoir qu'il va bien aussi. Yoki est touché par les retrouvailles, mais il a encore une longue nuit de vol devant lui puisqu'il doit retourner au village minier avant que les autres ne commencent à soupçonner quelque chose, et après être resté debout toute la nuit, il finit par s'évanouir sur les cuisses de Cécilia pendant le trajet en calèche vers la maison, ce qu'elle ne lui en veut pas du tout. De retour en ville, quelques jours passent, et Yoki tombe par hasard sur Crément pendant qu'il fait ses courses. Apparemment, il cherche un cadeau d'anniversaire pour Sofia, et comme Yoki n'a rien de mieux à faire, il propose son aide. Il trouve une paire d'oreilles de chat et suggère que Crément pourrait les offrir à Sofia, mais ce dernier dit que c'est une idée terrible et qu'il sait déjà ce qu'il veut lui offrir de toute façon, donc il n'a pas besoin de l'aide de Yoki. Yoki s'excuse, mais alors qu'il remet les oreilles de chat à leur place, il remarque un costume noir avec un casque assorti non loin, et son instinct d'edgelord prend le dessus un instant car il décide immédiatement de l'essayer. Crément trouve que ça fait vraiment ringard, mais Yoki adore absolument ça, et il n'éprouve aucune honte. Il veut vraiment essayer de faire des trucs cool dans cette tenue, alors il veut que Crément lui donne autant de quêtes que possible, et Crément était vraiment agacé par le numéro de Yoki, alors il a décidé de simplement jouer le jeu. Il ramène Yoki à la guilde et dit à la réceptionniste de service qu'il veut s'inscrire pour toutes les quêtes disponibles maintenant. La réceptionniste ne reconnaît pas Yoki à cause de son costume, mais comme Crément se porte garant pour lui, elle regarde la pile de quêtes et l'informe qu'il y a 4 quêtes de rang à disponibles. Ce à quoi Yoki répond qu'il veut s'occuper de toutes. La réceptionniste est choquée d'entendre ça car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un d'assez fort pour gérer 4 quêtes de rang à la fois, alors elle demande son nom, mais Yoki, fidèle à son style edgelord, décide de donner un faux nom, et Crément est si épuisé qu'il ne prend même pas la peine de corriger. Plus tard dans la journée, Yoki abat un dragon dans la forêt pour accomplir l'une des quêtes qu'il a acceptées, et quand il est revenu à la guilde avec le cœur de dragon en main, tout le monde à la guilde a commencé à le respecter en tant que puissant guerrier, bien qu'il ne sache toujours pas qui il était. À la fin de la journée, Yoki avait terminé la plupart de ses quêtes, mais il lui en restait encore une à faire, et c'était la quête pour capturer ce criminel. Plus tard dans la nuit, le criminel en question, en vie, se faufile sur 2 gardes et utilise de la magie de sommeil pour les assommer avant de s'introduire dans la réserve avec ses 2 acolytes, Jalousie et Brûlure. Sérieusement, qui invente des noms pareils? Ils acculent ensuite le propriétaire pendant qu'il fait l'inventaire, et ils lui disent qu'ils vont tout voler ici. Mais avant qu'ils ne puissent vraiment prendre quoi que ce soit, Yoki surgit de l'ombre et leur dit de se rendre avant de se faire mal, mais les 3 ne veulent pas abandonner leur objectif, alors Brûlure et Jalousie attaquent Yoki de toute leur force. Il échange des coups avec eux un moment pour rendre les choses intéressantes, mais il décide finalement de devenir sérieux et d'activer la magie de foudre dans son épée. Avec cela, il parvient à électrocuter Brûlure et Jalousie, ne laissant qu'en vie comme dernier debout. Il essaie d'assommer Yoki avec sa magie, mais Yoki contrecarre le sort et charge en vie avant de le taillader avec son épée. Bien sûr, il ne voudrait pas vraiment tuer un enfant, alors il a utilisé le côté non tranchant de l'épée, mais ça a quand même fait très mal.
Le propriétaire de l'entrepôt est très reconnaissant que Yoki ait réussi à arrêter les voleurs car il ne sait pas ce qu'il aurait fait si son stock de chocolat de la Saint-Valentin avait été détruit. Maintenant, il peut faire ses livraisons aux habitants de la ville sans problème, et c'est grâce à Yoki. Yoki est un peu surpris car il n'avait pas réalisé que ce monde célébrait aussi la Saint-Valentin, mais à ce moment-là, un groupe de chevaliers arrive parce qu'ils ont entendu tout le raffut et veulent s'assurer que tout le monde va bien. Duc et Rêvant reconnaissent immédiatement Yoki dès qu'ils le voient, mais l'autre chevalier avec eux n'a aucune idée de qui il est, alors elle lui demande de s'identifier. Yoki veut toujours rester dans son personnage, alors il lui donne son faux nom, et elle lui demande ensuite s'il est responsable de tout ça. Yoki peut dire qu'elle se méfie de lui, alors il l'informe que les enfants inconscients par terre sont tous des voleurs, et avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, il disparaît dans un nuage de fumée. Les chevaliers iraient normalement le chercher à ce moment-là, mais comme Rêvant sait que c'était juste Yoki, il dit à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre le type. Pendant que les chevaliers arrêtent Envie et sa bande, Duc fait un tour derrière l'entrepôt car il sait que Yoki doit encore être dans les parages. Il trouve Yoki caché derrière un tas de cartons, et il n'est pas vraiment surpris par tout ce numéro de Yoki car ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il finit généralement par s'enticher d'un costume qu'il trouve cool et passe beaucoup de temps à faire du roleplay, pour finalement réaliser qu'il est vraiment ringard. Cela ne dérange pas Duc outre mesure, mais il sait que la fierté de Yoki va être en miettes quand il repensera à ça, alors il lui dit de bien se regarder dans le miroir. Yoki ne comprend pas de quoi Duc parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir, et il réalise qu'il a vraiment fait son edgy tout ce temps. Après avoir grimacé pendant 10 bonnes minutes, Yoki enlève la tenue et se dirige vers la guilde pour récolter sa récompense pour la capture de la bande à Envie, mais pendant qu'il est là, il demande à Crément quel était le but d'Envie au départ, mais Crément n'est pas vraiment sûr. D'après ce qu'il a entendu, ces gars étaient des aventuriers de Rambé, mais ils ont trouvé un livre bizarre dans le donjon, et depuis, ils ne parlent que de détruire la Saint-Valentin. Yoki ne comprend pas vraiment, mais il comprend le sentiment de détester la Saint-Valentin parce qu'il ne reçoit jamais rien. Pendant ce temps, chez Cécilia, un groupe de filles est occupé à préparer des chocolats de la Saint-Valentin pour les personnes qui comptent pour elle, et Sophia les aide. Mikana vient de finir son lot de chocolat quand elle remarque que Cécilia en fait énormément, alors Cécilia explique qu'elle prévoit de les distribuer aux enfants de l'orphelinat demain. C'est certainement un geste gentil, mais Mikana pense que ça va un peu à l'encontre du but des chocolats de la Saint-Valentin car on est censé les donner à quelqu'un de spécial pour soi, mais Cécilia a clairement quelque chose en tête. Le lendemain matin, Yoki se réveille, et Garl informe qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Yoki se regarde dans le miroir et attend patiemment, espérant que Cécilia sera là d'une minute à l'autre pour lui donner des chocolats, et un instant plus tard, la sonnette retentit, mais à la déception de Yoki, il s'avère que c'est Tyle, et elle n'est même pas là pour lui. Elle est là pour offrir à Garl les chocolats en magistite spéciaux qu'elle a fait pour lui. Yoki décide de leur laisser un peu d'intimité car il ne voudrait pas s'imposer. Il se dirige vers la guilde car il n'a rien d'autre à faire, mais quelques instants plus tard, Crément entre avec une boîte de chocolat de Sophia, et alors qu'il l'ouvre, tout le monde est aveuglé par tout l'amour et l'attention que Sophia a mis à les préparer. Crément est aux anges avec les chocolats de sa femme, et Yoki commence à être vraiment jaloux, alors il s'enfuit dans la ville pour ne pas avoir à se rappeler à quel point il est seul. Malheureusement, alors qu'il marche dans la ville, il ne voit que des couples passant du temps de qualité ensemble. Il va en parler à Duc, mais il voit alors Duc recevoir des chocolats d'une des chevalières, et ça le rend encore plus seul qu'il ne l'était déjà, alors il s'enfuit tout seul. Il espérait s'éloigner des couples quelques minutes, mais il aperçoit alors Rêvant, et même lui a reçu des chocolats d'Apine, et ça le rend encore plus triste. Yoki marche ensuite dehors dans la rue où il voit un énorme groupe de femmes alignées près d'une charrette, et d'abord, il se demande ce qui peut être assez important pour qu'elles fassent la queue comme ça, mais on l'informe alors que c'est la file pour donner des chocolats à Hyuga, et ce fut le clou du cercueil pour la fierté de Yoki. Un instant plus tard, Mikana passe par là, alors Yoki lui demande si elle est là pour déposer des chocolats pour Hyuga, et c'était son plan initial, mais elle a des secondes doutes maintenant car elle ne pense pas que ces chocolats soient assez bons. Yoki ne voulait pas la rendre insécure, alors il essaie de penser à un moyen de la réconforter, mais un instant plus tard, Hyuga lui-même apparaît, et Mikana est choquée de le voir car d'habitude il ne vient jamais aux événements de la Saint-Valentin. Hyuga dit qu'il voulait juste s'assurer que le chocolat de Mikana soit le premier qu'il reçoive. Mikana est surprise et heureuse d'apprendre que Hyuga valorise son chocolat par-dessus tout, mais elle est encore un peu inquiète car elle est nulle en cuisine et ses chocolats sont tout ratés. Hyuga lui dit que ça n'a pas d'importance car il veut quand même accepter les chocolats, quoi qu'il arrive, et Mikana est soulagée d'entendre ça, alors elle sort le chocolat qu'elle a fait, et je ne sais pas comment elle a fait, mais ce chocolat a l'air d'avoir pris un bain de soleil depuis l'aube de l'univers. Yoki ne sait pas quoi dire là, ce truc est clairement un bio-hasard, mais Hyuga s'en fiche complètement et le mange en une bouchée. Il dit ensuite à Mikana qu'il a vraiment apprécié le chocolat, et on sait déjà que Hyuga est nul pour mentir, donc il doit dire la vérité. Un peu plus tard,
Yoki finit par aller chez Cecilia pour voir s'il y a une raison pour laquelle elle ne lui a pas encore donné de chocolat, mais les seules personnes qu'il trouve sont Aqua et Chic. Aqua peut dire que Yoki cherche Cecilia, mais elle lui dit qu'il n'a pas de chance car Cecilia est actuellement en ville en train de donner des chocolats aux orphelins. Yoki tombe à genoux de désespoir après avoir entendu ça, et Aqua se sent mal pour lui, alors elle lui offre certains de ses propres chocolats. Au début, Yoki essaie de refuser car il ne veut que du chocolat de Cecilia, mais à ce stade, il est désespéré, alors il prend ce qu'il peut. Quelques instants plus tard, Duke arrive en courant pour prévenir Yoki qu'Envie s'est échappé de prison et sème le chaos dans la ville. Envie et les autres chevauchent un monstre géant qu'il a créé et l'utilise pour aspirer tous les chocolats de la ville afin de gâcher la Saint-Valentin pour tout le monde, et Mikana et Yuga sont les premiers à intervenir. Yuga essaie de raisonner Envie, mais Envie refuse d'écouter un beau gosse comme Yuga, qui reçoit des tonnes de chocolat tout le temps. Il essaie alors d'écraser Yuga avec son monstre, mais ce dernier parvient à s'écarter à temps. Quelques instants plus tard, Yoki et les autres arrivent, et ils voient que la situation est sérieuse, alors Yoki grimpe sur un toit et essaie de convaincre Envie de s'arrêter. Il comprend ce qu'Envie doit ressentir car lui aussi a souffert de ne pas recevoir de chocolat. Enfin, techniquement il a reçu des chocolats, mais c'était de la part de la mère d'un ami, et c'est un peu gênant à dire à voix haute. Envie est fatigué d'écouter Yoki, alors il essaie de l'écraser avec le monstre, mais Yoki saute dans son bras, et quand les deux autres essaient de l'attaquer, il les assomme facilement, mais ensuite Envie le déséquilibre en bougeant le bras du monstre, et puis il essaie de faire exploser Yoki avec une boule de feu. Yoki contre avec sa propre magie, et les deux se retrouvent enfermés dans un duel de magie de feu. Envie demande pourquoi Yoki ne déteste pas la Saint-Valentin autant que lui, et Yoki dit que c'est parce qu'il garde l'espoir que la fille qui lui plaît lui donnera du chocolat. Entendre cela rend Envie fou de rage, alors il projette Yoki au loin et procède ensuite à aspirer tous les chocolats de la Saint-Valentin dans la zone, y compris une boîte que Cecilia tenait. En voyant cela, Yoki réalise que la boîte était très probablement destinée à lui, et la perdre le met tellement en colère qu'il renonce à se retenir et tire un éclair directement sur Envie. L'éclair finit par incendier le livre de magie d'Envie, lui faisant perdre le contrôle du monstre, et par conséquent, il s'écrase au sol. Yuga ne voulait pas qu'il se blesse, alors il a rattrapé Envie juste à temps, mais à sa grande surprise, il découvre qu'Envie est une fille. La raison pour laquelle Envie a fait cette razzia est que le garçon qui lui plaisait a refusé d'accepter ses chocolats, et elle était contrariée par le fait que ces chocolats étaient sans valeur, mais Yuga lui dit que ce n'est pas vrai. Envie pense que Yuga dit ça juste parce qu'il est beau et reçoit des tonnes de chocolat, mais Yuga le pense sincèrement. Il dit qu'il est heureux de recevoir des chocolats de n'importe qui tant qu'ils y mettent du cœur, et entendre cela de sa part fait fondre le cœur d'Envie, mais Yoki est une fois de plus relégué au second plan alors qu'il a fait tout le travail. Il s'effondre au sol, vaincu, car personne ne fait attention à lui, mais Cecilia ne pourrait jamais l'oublier, et pendant qu'il est là, elle lui tend un sachet de Saint-Valentin qu'elle a préparé. Yoki est ravi d'avoir enfin un cadeau de Cecilia, bien qu'il soit un peu déçu car Cecilia en a donné à des tonnes de personnes, y compris Chic et Apine. Cependant, quand il regarde à l'intérieur, il réalise que Cecilia lui a donné un gâteau en plus de ses biscuits génériques, et personne d'autre n'a eu de gâteau, donc ça doit signifier qu'elle le considère comme spécial pour elle. Quelques jours plus tard, Yoki reçoit une nouvelle mission de Crément, et on lui dit que la guilde des marchands aimerait l'embaucher pour protéger une partie de leur cargaison. Ils ont récemment été la cible de voleurs, donc un tas de leurs marchandises ont été dérobées, alors ils veulent que Yoki empêche tout futur vol entre-temps, et, si possible, qu'il récupère les biens volés précédemment. Yoki n'est pas vraiment intéressé par la mission, car elle nécessiterait de se rendre dans la cité portuaire, mais il réalise ensuite que les villes portuaires ont des plages, et les plages signifient qu'il pourrait peut-être s'amuser avec Cecilia. Alors, il s'excite et accepte immédiatement le travail. Cependant, quand il va inviter Cecilia, à sa grande déception, elle l'informe qu'elle ne peut pas venir car elle est complètement débordée de travail. À la place, elle demande à Apine d'accompagner Yoki. Yoki est toujours extrêmement déçu, mais il comprend que c'est de sa faute pour ne pas avoir vérifié l'emploi du temps de Cecilia avant d'accepter le travail, alors il doit simplement encaisser et terminer la mission le plus vite possible. Juste à ce moment, il remarque que Apine porte quelque chose de nouveau sur son postérieur, alors il lui demande ce que c'est, et elle explique que c'est une arme fabriquée à partir des plumes qu'elle a arrachées de son corps. Yoki comprend le principe, mais il supplie Apine d'arrêter de prendre des poses étranges comme ça en public parce que les gens pourraient leur lancer des regards bizarres si elle continue. Yoki remarque que Apine a été très coopérative pour l'accompagner dans cette mission, ce qui est un peu hors de son caractère car elle éviterait habituellement ce genre de choses. Mais il se souvient ensuite qu'il a aussi invité Rêvant, alors elle a probablement accepté de venir simplement parce qu'elle voulait passer du temps avec lui. Dès que Rêvant arrive, Apine lui dit bonjour, et il devient très troublé, surtout en remarquant que Apine porte le cadeau qu'il lui a offert. À ce moment-là, une annonce est faite pour le départ de la diligence, alors Apine va réserver une place pour tout le monde. Pendant qu'elle est partie,
Revan demande à Yoki ce qui se passe car il n'avait aucune idée que Appin serait là. Yoki explique qu'il a fait venir Appin car elle est assez compétente en magie, donc il s'est dit qu'elle serait utile en cas de combat. Cela semble logique à Revan, mais il est un peu déçu de lui-même de ne pas connaître un détail aussi fondamental sur Appin. Cependant, Yoki lui dit de ne pas s'en vouloir car il ne connaît pas Appin depuis très longtemps, et il a encore beaucoup de temps pour apprendre à vraiment la connaître. Quelques minutes plus tard, ils montent tous dans la diligence, et Revan rate l'occasion parfaite de s'asseoir à côté de Appin, donc ce voyage ne commence pas très bien. Une fois arrivé dans la cité portuaire, Yoki dit aux autres qu'il va rendre visite aux clients pour qu'ils puissent commencer la mission. Pendant ce temps, il veut qu'ils se renseignent pour rassembler le plus d'informations possible sur les vols. C'est un plan que Yoki a imaginé spécifiquement pour donner à Revan du temps seul avec Appin. Mais, dès que Yoki est parti, Appin s'éloigne et finit par trouver un des membres de l'équipage du navire. Revan la suit et explique aux marins que lui et Appin sont des aventuriers engagés pour enquêter sur les vols qui ont eu lieu dans ce port, et il aimerait savoir si le marin a une idée de qui aurait pu faire ça. Le marin dit qu'il n'en a aucune idée, et que toute cette histoire a rendu son travail beaucoup plus difficile car tous les supérieurs semblent convaincus que lui et les autres marins sont derrière les vols. Appin demande si cela signifie que tous les marins sont innocents, ce que Masa confirme car il jure que les hommes de mer ne volent jamais. Revan comprend, alors il dit à Masa qu'ils vont enquêter sur l'affaire pour trouver les véritables coupables. Masa est un peu choqué car il s'attendait un peu à ce que Revan et Appin les accusent, lui et les autres marins, d'être impliqués dans les vols. Il apprécie vraiment qu'il croit que lui et son équipage sont innocents, alors il appelle tout le monde à se rassembler et leur demande de dire à Revan et Appin tout ce dont ils se souviennent à propos des incidents. Un peu plus tard, Yoki revient et demande à Revan s'il a appris quelque chose sur les vols, mais il dit qu'il n'a rien. Les marins apparemment organisent des patrouilles chaque nuit. À un moment donné, ils ont commencé à entendre une magnifique voix qui chantait, et après ça, la prochaine chose dont ils se souviennent, toute la cargaison avait été volée. Aucun d'eux ne se souvient de quoi que ce soit concernant le vol ou comment il s'est produit. Une histoire comme celle-ci ferait naturellement soupçonner l'équipage, mais s'ils étaient vraiment derrière tout ça, ils auraient probablement inventé une meilleure histoire pour cacher la vérité. Donc, Revan croit qu'il y a anguille sous roche, et que c'est probablement l'œuvre d'un démon. Yoki suppose que Revan doit parler d'une sirène. Il n'en a personnellement jamais rencontré, mais il pense que ce serait vraiment cool de rencontrer un autre démon, alors il appelle joyeusement Appin pour lui dire qu'il y a peut-être une sirène en ville. Mais comme il dit cela, les marins l'entendent par hasard, et ils deviennent immédiatement terrifiés à la mention d'une sirène. Yoki leur demande si c'est vraiment si grave car il ne pense pas que les sirènes soient si dangereuses, mais il n'y a rien de plus terrifiant pour un marin qu'une sirène. D'innombrables navires ont coulé après avoir rencontré des sirènes, et encore plus de marins ont connu une fin horrible de cette façon. Tous les marins commencent à supplier Yoki et Revan de s'occuper de la sirène car ils ont trop peur pour remonter sur leur navire sinon. Les marins sont au bord d'une crise de panique générale, alors, pour les calmer, Revan révèle qu'il est le capitaine de l'ordre des chevaliers et un membre du groupe des héros. Il promet que quoi qu'il arrive, il fera en sorte de les protéger, et les marins sont tous soulagés d'entendre cela. Un peu plus tard, Yoki et Appin sont assis sur un banc pendant que Revan fait quelques courses de provisions. Yoki est plongé dans ses pensées depuis un moment car il vient de réaliser que les démons sont toujours perçus comme des monstres à craindre par la majorité des humains. Appin lui dit qu'il ne devrait pas vraiment être surpris par cela puisque leur objectif principal était de détruire l'humanité, il est donc naturel qu'ils aient peur. Peu après, Revan revient, et il a apparemment obtenu une piste majeure sur l'affaire car, pendant qu'il faisait ses courses, un homme l'a abordé avec des informations. Selon ce que l'homme a dit, il a vu les marins transporter la cargaison dans une grotte près du port, et il se souvient aussi avoir vu une sirène dans cette même grotte. On dirait que quelque chose de vraiment louche se passe ici, alors Revan pense qu'il devrait aller vérifier. Mais il demande à Appin d'attendre ici car combattre un démon est une affaire dangereuse, et il ne voudrait pas qu'elle se fasse mal. Appin demande pourquoi Revan semble si motivé à abattre ce démon, alors il raconte l'histoire du jour où son village a été attaqué par un démon déchaîné. Lui et le reste du groupe des héros sont arrivés trop tard pour sauver le village ce jour-là, et il n'a pas réussi à sauver de nombreuses vies même s'il avait juré de les protéger, c'est pourquoi il refuse de laisser quiconque d'autre dont il se soucie être en danger. Appin comprend le point de vue de Revan, mais, franchement, elle s'en moque. Alors, elle se lève et dit à Revan de se dépêcher car elle vient qu'il le veuille ou non. Revan essaie de l'arrêter, mais Yoki lui dit de laisser tomber car il n'y a aucun moyen qu'il change la vie de Appin. En plus, elle est assez forte pour se défendre contre n'importe quel démon, donc il n'a aucune raison de s'inquiéter. Ils arrivent finalement à la grotte, et, comme l'homme l'a dit, les marchandises volées ont vraiment été transportées ici. On dirait aussi que cette grotte a un espace d'amarrage pour 2 petits bateaux. Mais quand Yoki et les autres vont vérifier, ils réalisent que quelqu'un d'autre est ici, et un moment plus tard, la sirène émerge de l'eau. La sirène commence immédiatement à chanter dans le but d'hypnotiser le groupe, mais ils réussissent tous à se couvrir les oreilles à temps. Ensuite,
Appin utilise sa magie de harpie pour annuler le chant de la sirène afin que Rêvant puisse réduire la distance et finir le travail. Cependant, une fois que Rêvant tient la sirène au bout de son épée, elle craque et lui dit qu'il peut la tuer s'il veut, mais elle a besoin de son aide pour sauver son ami des humains qui l'ont kidnappé. Rêvant rejette immédiatement cela comme une tentative éhontée de le tromper par la sirène, alors il décide de la tuer quand même. Mais Appin n'est pas à l'aise avec la tournure que prennent les événements, alors elle court devant la sirène pour arrêter Rêvant. Rêvant garde son épée levée et dit à Appin de bouger parce qu'il ne va pas épargner ce démon, mais Appin refuse de s'écarter. Yoki peut voir la tension monter, alors il se précipite et demande à Rêvant de baisser son épée, s'il te plaît. Rêvant exige de savoir pourquoi Yoki se range aussi du côté du démon, mais Yoki dit qu'il ne prend pas parti. Il ne demande pas à Rêvant de l'épargner car il comprend, si un démon avait blessé les personnes qui lui sont chères, il n'hésiterait pas à les tuer non plus. Cependant, il semble que la sirène ait une raison pour ce qu'elle a fait, donc ça ne pourrait pas faire de mal d'au moins l'écouter avant de l'exécuter. Rêvant décide d'écouter Yoki et accepte de baisser son épée. Après quoi, les genoux de Appin flageolent parce qu'elle a été absolument terrifiée tout ce temps, surtout que le fait que Rêvant pointe son épée vers elle a ravivé de vieux traumatismes liés aux humains qui essayaient de la vendre pour le profit. Après que Appin se soit calmé, Yoki présente tout le monde à la sirène, mais Rêvant est toujours si en colère qu'il refuse même de la regarder. Le nom de la sirène est Shaik, et quand on lui demande pourquoi elle les a attaqués à vue, elle explique qu'un humain le lui a ordonné. Les sirènes comme elle essaient généralement de garder leur distance avec les humains, mais un jour, Shaik et son ami se sont retrouvés prises dans une tempête, et la prochaine chose dont elles se sont souvenues, c'est qu'elles avaient été capturées par un groupe d'humains. Le chef a retenu Misaki captive et a menacé Shaik de suivre ses ordres si elle voulait revoir Misaki un jour. Donc, depuis lors, Shaik endort les gens chaque fois qu'on le lui ordonne. Yoki ne pense pas que Shaik mente, mais Rêvant refuse absolument de croire un seul mot sortant de la bouche d'un démon. Appin comprend pourquoi Rêvant se méfierait des démons, et elle ne s'attend pas à ce qu'il oublie toute la douleur et la souffrance que les démons lui ont causées. Mais elle demande qu'il lui fasse confiance juste pour cette fois car elle est certaine que la sirène leur dit la vérité. Rêvant cède finalement et accepte de commencer une nouvelle enquête en partant du principe que ce que la sirène a dit est vrai, et Appin est heureuse de l'entendre. Ils commencent tous à fouiller la grotte après ça, et il devient vite évident que c'était un piège depuis le début. La plupart des caisses ici sont vides, et les bijoux qui sont présents sont tous des faux placés ici comme leur. Le plan était très probablement de les attirer dans la grotte, et pendant qu'ils étaient distraits par le faux trésor, Shaik était censé s'approcher d'eux et les endormir pour que les voleurs puissent venir plus tard et les neutraliser. Et si c'est le cas, alors ces voleurs doivent être en route pour venir ici maintenant. Quelques instants plus tard, nous voyons un groupe d'hommes marcher vers la grotte, mené par le même homme qui avait donné le tuyau à Rêvant plus tôt. Ils plaisantent tous sur la facilité avec laquelle le capitaine Chevalier est tombé dans leur piège, mais ensuite ils voient ce même capitaine Chevalier s'approcher d'eux, et ils deviennent soudainement tous silencieux. Ils essaient de jouer la carte de la coolitude et de prétendre qu'ils n'ont rien fait de mal, mais Rêvant sait déjà qu'ils sont derrière les vols ainsi que l'enlèvement d'une sirène innocente. Et bien qu'il n'ait pas l'intention de les tuer, il va rendre cette arrestation aussi douloureuse que possible. Tous les voleurs essaient de submerger Rêvant, mais son maniement de l'épée surpasse de loin tout ce qu'il pourrait faire, donc, en quelques secondes, il a assommé la moitié d'entre eux. L'autre moitié essaie de fuir, mais Yoki et Appin avaient déjà bloqué leur voie de sortie, et Appin utilise ses éventails pour tous les assommer avec une énorme rafale de vent. Après que tous les voleurs aient été ligotés, ils essaient de se sortir de cette situation en prétendant que la sirène les a forcés à faire tout ça. Mais Rêvant sait que ce n'est pas vrai, alors il pointe son épée vers le chef et le force à révéler l'emplacement de leur vraie planque avant de perdre un œil. À la planque des voleurs, Rêvant et les autres trouvent une boîte suspecte qui rebondit, et il est assez clair que Misaki doit être piégée à l'intérieur. Alors, Rêvant découpe la boîte pour la libérer, et peu après, il la réunit avec Shaik. Shaik est ravie de voir que Misaki est toujours en vie, et Misaki est tout aussi heureuse de la revoir. Elles sont sur le point de partir et de rentrer chez elles, mais avant de le faire, Rêvant s'excuse auprès de Shaik d'avoir failli la tuer plus tôt alors qu'elle n'était pas en faute. Mais Shaik comprend pourquoi il était si sceptique, et elle ne peut pas lui en vouloir puisqu'il a quand même sauvé son ami. En gage de sa gratitude, avant de partir, elle donne un baiser sur la joue de Rêvant, laissant Rêvant complètement stupéfait et Appin brûlant de jalousie. Elle refuse de se laisser surpasser par une sirène qu'ils viennent de rencontrer aujourd'hui, alors elle s'excuse rapidement auprès de Yoki pour ce qu'elle s'apprête à faire et ensuite elle le bouscule pour le faire tomber, afin de se donner assez de temps pour embrasser Rêvant sur les lèvres sans que Yoki ne regarde. Cependant, même si Yoki n'a pas vu ce qui s'est passé, rien qu'en regardant l'expression sur le visage de Rêvant, n'importe qui pourrait deviner ce qu'elle vient de faire. Un peu plus tard, Yoki reçoit une lettre de Cecilia l'invitant à prendre le thé. Il remercie donc Tyle d'avoir pris le temps de lui transmettre le message et commence à se préparer à partir. Tyle lui dit qu'il n'est pas nécessaire de la remercier, puisqu'elle avait de toute façon prévu de venir ici pour passer du temps avec Gar. Yoki est un peu surpris qu'elle soit si calme,
car d'habitude, elle saute immédiatement sur garde dès qu'elle le voit. Mais dès que Yoki met un pied dehors, c'est exactement ce qu'elle fait, elle serre Gar dans ses bras en lui disant à quel point elle est heureuse de le voir. Elle tend ensuite à Gar un sachet de magie qu'elle a personnellement rassemblé et lui dit qu'il peut en manger autant qu'il le souhaite. Gar est reconnaissant, mais il lui rappelle de ne pas abuser des choses. Yoki a surpris tout l'échange et l'a trouvé très drôle, alors il l'a raconté à Cecilia en arrivant chez elle. Elle aussi a trouvé ça très drôle, mais elle dit que cela montre simplement à quel point Tyle aime Gar. Mais, en parlant d'amour, bien que Yoki se soit bien amusé à passer du temps avec Cecilia en tant qu'ami tout ce temps, il commence à se demander s'il est vraiment satisfait que leur relation reste ainsi indéfiniment. Le lendemain, Yoki invite Duke à un café pour prendre le thé parce qu'il veut lui demander conseil. En entendant cela, Duke pense que Yoki a dû avoir des ennuis d'une sorte ou d'une autre, mais Yoki l'assure que ce n'est pas le cas. Il dit que c'est à propos de Cecilia et explique qu'après avoir quitté sa maison hier, il a été curieux de savoir ce que Cecilia pourrait fabriquer une fois qu'il serait parti. Il a donc utilisé un sort d'invisibilité sur lui-même et est retourné en cachette dans le manoir, où il a vu Cecilia s'entraîner dur avec Chic dans le jardin. Voir cela lui a fait réaliser qu'il y a encore beaucoup de facettes de Cecilia qu'il n'a pas vues, alors il se demande quelle serait la meilleure façon d'apprendre à mieux la connaître. Mis à part le comportement malsain de Yoki, Duke dit à Yoki que, malgré toutes ses déclarations d'amour pour Cecilia, il est en fait un peu lâche quand il s'agit de passer à l'action. Au rythme où il va, il ne sera jamais rien de plus qu'un compagnon de thé occasionnel. Après tout, il n'a pratiquement fait aucun effort pour apprendre quel genre de personne est Cecilia depuis son arrivée. Yoki comprend le point de vue de Duke, alors il décide d'apprendre tout ce qu'il peut sur Cecilia, mais avant qu'il ne parte, Duke l'avertit qu'il ferait mieux de ne pas recommencer à la suivre avec l'invisibilité. À ce moment-là, Mikana passait par là par hasard et a surpris ce que Duke venait de dire. Elle demande donc si Yoki est vraiment le genre de personne à faire ça, mais il lui dit que c'est juste un énorme malentendu. Mis à part cela, Duke trouve que le timing est parfait, alors il se lève et dit qu'il laisse Mikana en charge pour aider Yoki, puisqu'elle est amie avec Cecilia depuis longtemps. Mikana n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle décide de jouer le jeu pour voir où cela mène. Duke a également fait venir Revan, donc une fois qu'ils sont tous assis, Yoki leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent sur Cecilia. Mikana doit encore à Yoki de l'avoir aidé avec Yuga la dernière fois, alors elle accepte de lui dire tout ce qu'elle sait. Elle commence par mentionner que le groupe de héros n'aurait jamais duré aussi longtemps sans elle. Yoki se demande si c'est parce qu'ils se blessaient tellement et qu'ils avaient besoin de Cecilia pour les soigner, mais elle dit que ce n'est pas le cas. Le problème était le fait que Yuga était toujours assailli par les filles chaque fois qu'il visitait un village. Yuga était trop gentil pour leur dire de partir. Revan ne pouvait pas parler en public, et écrire des notes ne dissuadait pas vraiment les filles. Mikana ne pouvait rien faire non plus, car les filles se mettaient juste à se disputer avec elle parce qu'elle essayait de garder Yuga pour elle toute seule. Mais quand Cecilia intervenait, elle arrivait toujours à les calmer en quelques mots, ce qui rendait la progression du groupe beaucoup plus fluide. Revan ajoute également que Cecilia s'occupait de presque toutes les tâches administratives. Yoki est un peu agacé quand il entend cela parce qu'on dirait qu'il profitait de Cecilia, mais pour leur défense, il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Ils se partageaient les corvées qu'ils pouvaient gérer. Par exemple, Revan était chargé de cuisiner tous les repas du groupe, ce qui intrigue Yoki, car il ne savait pas du tout que Revan savait cuisiner. Il demande alors ce que faisait Yuga, et Mikana explique qu'au début, ils envoyaient Yuga chasser des ingrédients pour le repas, mais il finissait toujours par avoir des ennuis, d'une manière ou d'une autre, donc Cecilia a dû le remplacer. Cecilia et Mikana s'occupaient ensemble de la reconnaissance, mais à part ça, Cecilia gérait aussi tout l'argent du groupe. Yoki devient irrité car on dirait que Yuga n'a fait que causer des problèmes au groupe, ce qui n'est pas faux. Mais Mikana lui dit que, d'une manière ou d'une autre, les problèmes dans lesquels Yuga se mettait impliquaient toujours d'aider quelqu'un, donc ça ne les a jamais vraiment dérangés. Yoki comprend son point de vue et commence à comprendre pourquoi les gens aiment tant Yuga en tant que héros. Mais il n'est pas venu ici pour apprendre des choses sur Yuga, alors il leur demande de s'en tenir à parler de Cecilia. Un peu plus tard, les deux ont pratiquement fini de raconter toutes leurs aventures avec Cecilia. Mais juste à ce moment-là, Mikana se rend compte qu'elle a oublié de mentionner le surnom de Cecilia. Mais juste au moment où elle s'apprête à le dire à Yoki, Cecilia apparaît derrière elle, et elle n'a pas l'air contente que ses informations personnelles soient divulguées ainsi. Mikana est surprise et demande à Cecilia ce qu'elle fait ici. Cecilia explique donc qu'elle cherchait justement Mikana parce qu'elle avait quelque chose à discuter avec elle, et après ce qui vient de se passer, elle compte avoir une longue conversation avec elle sur le respect de la vie privée. Cecilia entraîne ensuite Mikana, laissant Yoki et Revan seuls. Mais puisque Cecilia avait l'air vraiment contrariée que Mikana ait presque révélé son surnom à Yoki, Revan s'excuse auprès de Yoki et dit qu'il ne veut pas prendre le risque de le lui dire. Yoki comprend parfaitement et accepte de ne pas insister pour avoir une réponse. Mais comme il leur reste encore un peu de temps dans la journée, Revan lui demande s'il aimerait l'accompagner car il a un endroit où il veut aller. Yoki accepte,
Alors il est conduit dans un orphelinat de la ville, et Rêvant explique que c'est là que Cécilia et les autres passent beaucoup de temps à faire du bénévolat. Alors qu'il s'approche de l'entrée, une bande d'enfants de l'endroit court vers Rêvant et se met à l'appeler « le épéiste au sang-froid ». Yoki est un peu perplexe, mais Rêvant explique que « épéiste au sang-froid » n'est que son surnom. Un instant plus tard, Yoki entend l'un des enfants demander si la Sainte Mère va venir aujourd'hui, et il suppose que cela doit être le surnom de Cécilia. Après avoir distribué des friandises aux orphelins, Yoki et Rêvant rentrés. En chemin, Yoki demande à Rêvant pourquoi les gens ont commencé à l'appeler le épéiste au sang-froid. Il explique que parce qu'il refusait de parler devant les autres ou au combat, les gens ont commencé à le voir comme une machine à tuer de sang-froid, et le nom est resté après ça. Cela semble logique à Yoki, mais il ne comprend pas pourquoi Cécilia serait si gênée par son surnom, car « Sainte Mère » n'a pas l'air si mal. Rêvant dit que ce n'est pas à lui d'expliquer comment Cécilia a obtenu son surnom, mais si Yoki veut vraiment le savoir, il pourrait toujours aller demander à Cécilia elle-même. Yoki est d'accord, mais il ne voit pas de bonne manière d'apprendre à la connaître. Cependant, Rêvant demande pourquoi il ne lui demande pas simplement de l'accompagner en mission, et en entendant cela, Yoki s'arrête net dans son élan car c'est une idée absolument brillante. Le lendemain, il réussit à convaincre Cécilia de partir en mission avec lui, et il demande à Rêvant de venir aussi pour le soutien moral. Mais, à sa grande surprise, la première personne à se présenter s'avère être Mikana. Il lui demande ce qu'elle fait ici, alors elle explique que Rêvant lui a demandé de le remplacer car quelque chose est survenu. Yoki est un peu déçu d'apprendre cela, mais Mikana lui dit qu'elle est déjà au courant de son plan pour se rapprocher de Cécilia avec cette mission. Alors, elle lui dit, s'il la met au courant des détails, elle pourra lui donner des conseils. Yoki apprécie, alors il l'informe que la mission est de déloger un groupe de monstres morts-vivants. Mikana pense que c'est une excellente idée, car cela donnera à Cécilia l'occasion de briller, mais Yoki explique qu'il avait en fait l'intention d'éliminer tous les monstres lui-même pour prouver à Cécilia qu'il est cool. Quand Mikana entend cela, elle est absolument abasourdie car elle n'arrive pas à croire que Yoki ait pensé que mettre Cécilia sur la touche lors d'une mission serait une bonne façon d'apprendre à la connaître. Elle lui dit que s'il veut vraiment créer des liens avec Cécilia, alors il doit se battre à ses côtés au combat. À cette fin, elle suggère qu'ils prennent tous les deux la ligne de front pendant qu'elle agit en soutien. Quelques instants plus tard, Cécilia arrive, et on dirait qu'elle a aussi amené Appin pour aider, alors ils partent tous ensemble. Ils arrivent bientôt à la maison hantée, et Yoki et Appin sont impatients de terminer la maison hantée rapidement, mais Mikana les arrête et rappelle le plan à Yoki. Alors, il se calme et dit que lui et Cécilia agiront comme combattants de première ligne, tandis que Mikana et Appin seront les gardes arrière. Maintenant que tout le monde connaît son rôle, ils entrent tous, et en quelques instants, le groupe est confronté au premier groupe de morts-vivants. Cécilia ne perd pas de temps et lance son sort d'anneau sacré, exorcisant les squelettes en un instant. Quand un second groupe apparaît, Yoki utilise une partie de sa magie d'eau pour les maintenir en place afin que Cécilia puisse utiliser à nouveau le sort d'anneau sacré. Après avoir affronté la première vague, Yoki demande à Cécilia si elle va bien, car elle utilise beaucoup sa magie depuis leur arrivée. Elle apprécie son attention, mais elle l'assure qu'elle va bien car le sort d'anneau sacré est une nécessité pour toute prêtresse, donc elle a optimisé sa consommation de mana pour des situations comme celle-ci. Yoki est impressionné, mais il est toujours préoccupé par son bien-être, alors il lui demande au moins de faire de petites pauses pour s'hydrater. Mikana est honnêtement surprise de voir cela car elle ne savait pas que Yoki pouvait être aussi attentionné. Après avoir méthodiquement nettoyé toutes les pièces du manoir, il n'en reste plus qu'une, alors ils réalisent tous que le boss mort-vivant doit être ici. Quand ils entrent, ils trouvent un roi mort-vivant assis sur le trône. Yoki ne connaît pas grand-chose aux morts-vivants, alors il demande à quel point ce type est fort. Mais, à sa grande surprise, on l'informe que les boss morts-vivants ne sont pas plus forts que les morts-vivants ordinaires, ils ont juste un peu plus d'intelligence. Yoki devient suffisant après avoir appris que ce mort-vivant est aussi faible que le précédent, alors il décide de s'amuser un peu avec et lui enlève sa couronne d'un coup de pied. Mais, à sa grande surprise, le mort-vivant commence à paniquer et court après sa précieuse couronne, la serrant contre lui comme si c'était la chose la plus précieuse au monde pour lui, et toute la situation donne maintenant l'impression que Yoki est un énorme crétin. Après avoir remis sa couronne, le squelette lève son épée et se prépare à frapper Yoki pour avoir osé faire tomber sa couronne. Mais il est toujours assez faible, alors Yoki fait facilement tomber l'épée de ses mains, et après cela, le squelette réalise qu'il n'est pas à la hauteur, alors il se rend. Puisque le mort-vivant ne va plus se battre, Yoki dit à Cécilia qu'elle peut l'exorciser maintenant, mais elle se sent encore un peu désolée pour le mort-vivant, alors elle décide de lui parler d'abord. Comme il tenait tant à sa couronne, elle demande s'il était roi de son vivant, mais le mort-vivant n'en est pas sûr. Tout ce qu'il sait, c'est que la couronne est vraiment importante pour lui, et il ne veut vraiment pas l'abandonner, alors Cécilia fait quelque chose de spécial pour lui. Elle utilise un sort sacré avancé pour offrir au mort-vivant un billet de première classe pour le paradis afin qu'il puisse emporter sa couronne avec lui. C'était un geste gentil, mais malheureusement,
Les sorts avancés comme celui-ci consomment beaucoup de mana, donc Cecilia est au bord de l'évanouissement maintenant. Avec ça, la mission est terminée, mais puisque Mikana et Appin n'ont rien fait de toute cette mission, Yoki suggère qu'elles aillent faire un dernier tour de la maison pour s'assurer qu'il ne reste aucun mort-vivant. Pendant qu'elles sont parties, il demande à Cecilia si elle a besoin d'aide pour retourner à la calèche. Cecilia le remercie pour l'offre, mais alors qu'elle essaie de s'appuyer sur l'épaule de Yoki, ses jambes la lâchent complètement. Alors, Yoki prend l'initiative et la soulève dans ses bras pour la porter comme une princesse. Cecilia est vraiment gênée car elle ne veut pas que quiconque la voie dans cet état, mais Yoki lui dit que ce n'est pas grave puisque Mikana et Appin sont probablement de l'autre côté du bâtiment maintenant, et à vrai dire, Cecilia aime plutôt ça. Un peu plus tard, Mikana et Appin ont fini de passer la maison au peigne fin, donc elle retourne à la calèche. Mais là, elle trouve Yoki et Cecilia assis dans un silence gêné, et elle se demande ce qui a bien pu se passer. Plus tard, Yoki rend visite à Cecilia pour le thé comme d'habitude, mais pendant qu'il est là, elle mentionne qu'elle a entendu dire qu'il était récemment allé à l'orphelinat avec Rêvant, et que cela signifie qu'il a dû entendre les enfants utiliser son surnom. Alors, elle veut demander à Yoki de ne jamais l'appeler par ce surnom. Yoki dit qu'il ne ferait jamais rien pour la contrarier intentionnellement, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi elle ne l'aime pas, car pour lui le surnom de « Sainte Mère » semble tout à fait approprié. Cecilia explique que pendant leurs aventures, comme elle s'occupait de la plupart des tâches ménagères, Hyuga la complimentait constamment pour ses compétences et la comparait à sa mère, même devant d'autres personnes. Et à partir de là, les gens ont commencé à l'appeler « Sainte Mère » pour plaisanter, ce qu'elle a toujours détesté. Cecilia ne trouve peut-être pas ça drôle, mais Yoki trouve ça absolument hilarant, alors il éclate de rire.